Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané sur Twitch. Comme vous savez, tout au long de la saison, on va recevoir des invités. D'ailleurs, notre invité arrive en même temps, il va s'asseoir. Hop, Nordine, je te laisse t'asseoir. Nordine, bah écoute, je vais commencer par toi. Non, je te laisse t'asseoir tranquille, je fais le tour. Ouais, vas-y. Nice, comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Ça roule? Oui, ouais, impeccable, ça roule toujours. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mensonges qui parlent de menteurs. Ah, je crois que tu parlais dans ta vie personnelle. Non, de mensonges qui parlent de menteurs. Vous avez la ref ou pas? Non, je l'ai pas. Non, le corps, la série, le problème à 3 corps, pardon. Je l'ai pas vu. C'était incroyable. Ah oui? Mais oui, Jiff, t'as aimé toi, je crois. J'ai vu 3 épisodes là. Mais là, je suis. Y'a que Face qui peut me. Il y a Adam Sandler dedans? Hein? Il y a Adam Sandler dedans? Non. Non, bah j'ai pas regardé. Mais je vous conseille. Ah ouais, d'accord. Et donc tu vas nous en parler tout à l'heure? Oui, non, pas du tout. Ah voilà, c'est bien ce que je me dis, ouais. Mais ceux qui ont vu la série ont la ref de ça, parce que je vais vous raconter en fait des histoires. Et des histoires, c'est des mensonges au fond. Ah oui? Non, non. Presque. Dans les mangas, disons que. Ouais, c'est légèrement romancé. On essaiera de trouver le vrai du faux dans tes histoires. Ça marche. Diff avec une toque. C'est une toque, ça s'appelle. Non, une raccoon, baby. Une raccoon toque. Une raccoon, baby. Comment tu vas? Totalement au max de moi-même, tu Ouais. vois. Aujourd'hui, en ce 27 mars. T'es fort en date. Oui, poneglyph bien deep, tu vois. Ça, on va parler de Japanese rap. You know. Ok. Yeah. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va parler de rap japonais. Ah ouais, ça Très bien, ce sera la grande première tout à l'heure. Pour les poneglyphes, Valentin Paco est là aussi avec un superbe t-shirt, l'attaque des titans. Comment tu vas? Moi ça va nickel et pour accompagner Nice qui parle de mensonges, je vais parler de voleurs aujourd'hui. Oh, bah bien. ok. Vous êtes accordés les mecs. Ce sera une émission très sombre. Pour l'instant, cette émission démarre vachement bien. Nordine Ganzo est avec nous. Salut. Comment tu vas? Bah, je viens juste d'arriver là, je suis content d'être à l'heure et tout, ça fait plaisir. Vraiment pile à l'heure. Ouais, vraiment. Ponctualité Si- absolue. Tu as le casque d'ailleurs juste à côté de toi. Encore mieux, Ouais, tu verras, tu pourras Ça- entendre des vannes des fois de notre ça va, producteur un petit Face. Ah ouais, c'est bon ça. Et tu pourras tourner le. C'est T'as la carré. petite molette pour gérer le son. Je connais, je suis à la radio, je suis chez Inter moi. Bah, je sais, t'es un collègue. Mais tu savais pas qu'il fallait mettre le casque en tout cas. Non, mais je le mets jamais en fait, je le mets mais juste pour avoir un flow. Je le mets pas pour entendre. Ouais, mais tu verras, ça va être important pour entendre des sons Je pense. de temps en temps. Je rappelle que ton spectacle Violet, le spectacle Violet est donc au Palais des Glaces jusqu'au 29 juin. C'est ça. On en reparlera évidemment avec toi. Avec plaisir. En deuxième partie d'émission, on recevra Mathieu Gorge. Je sais pas si on dit Gorge ou Georges. Je lui demanderai. Responsable communication chez Aden, donc Anime Digital Network, la plateforme de streaming de manga. Je pense que mais c'est pas que. Georges. Ouais, je pense que aussi. c'est. Je me suis fait un peu le sur la gorge. Je lui demanderai quand même, au cas où. Évidemment, bonjour à vous qui nous regardez sur Twitch et qui nous écoutez à la radio. Si tout le monde est prêt, et bah Vas-y, Yatta, c'est parti. Atazor. Oh bah, vas-y, je te Non, laisse. mais je l'ai pas fait. Je te laisse parler japonais, Nordine. C'était toute ma vie. J'ai chrono atome kokuro c'était wa. Naruto Gikon. C'est wa. Oh. Ok, j'ai envie de finir l'émission là-dessus. Nordine, comme tout bon Yatta, on commence avec le hype ou pas hype. Ce sont quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc entre mercredi, et voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors, la construction d'un parc d'attractions Dragon Ball est prévue en Arabie Saoudite. Il s'étendra sur 500 000 mètres carrés. Il y aura 7 zones différentes, donc comme les 7 boules de cristal. Il n'y a pas encore de date d'ouverture, mais dans l'absolu, et je commencerai avec toi Nordine, est-ce que ce futur parc d'attractions te hype? Écoute, c'est hype de fou. Après, c'est trop loin l'Arabie Saoudite. C'est dommage. C'est loin. C'est dommage puisque en vrai, ça doit être le premier d'être au Japon en vrai. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais en tout cas, c'est incroyable. Ça donne juste envie de voir les images. De toute façon, je vais commencer à regarder sur Insta. Ils vont commencer à Dès qu'ils commencent à construire, ouais. Tu connais. Mais ouais, c'est hype de fou. Ça, c'est incroyable. Valentin? Je suis mitigé pour le côté ça me hype personnellement à fond, j'ai envie d'y être, mais du coup le côté négatif c'est dans 10, 15, 20 ans, je sais pas quand, mais on va falloir attendre. D'ici là, est-ce qu'on aura encore le droit de prendre l'avion? Je sais pas. Ah, ça. Donc cette partie-là... Fais gaffe, bientôt on n'a plus le droit d'utiliser Internet. Voilà, donc je jure. suis... en fait, j'aimerais que ça soit déjà ouvert demain, quoi. Ouais. Et en tout cas, Tu vas être vite ils ont déçu, les moyens ouais. pour faire un truc grandiose, et donc j'ai de bons espoirs pour que le résultat soit là, quoi. Nice? Bah, ça va rejoindre un peu ce que tu dis par rapport aux avions, mais moi ça a été en 2 temps. J'ai été hypée, forcément, hein, surtout qu'en ce moment. Bah, c'est l'émotion. Bah oui, et puis tout le monde m'envoie, tu sais, Poudlard au Japon.
juste le parc Poudlard et le parc Mario, il me hype aussi de ouf. Et le deuxième temps, ça a été ah oui, mais en fait. En Arabie Saoudite, ok, mais au niveau de l'impact écologique que ça peut avoir, c'est un désert. Il y a ça dans un premier temps, mais il y a aussi... désastre. C'est un désastre. Voilà. Oui, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais dans un deuxième temps, qui est-ce qui va faire ce parc ? En fait, ils vont embaucher qui ? Quelle sera la main-d'œuvre ? Moi, je pense à ça parce que forcément, par le passif, au Moyen-Orient, etc., tu sais que il y a le sud de l'Asie qui comment dire, ils engagent des personnes là-bas, ils les sous-payent, etc. Bon, faut pas se mentir. Ils le sous-payent dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est des conditions compliquées, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est encore un autre débat, ouais. C'est un autre débat, donc j'ai eu cette réaction en 2 temps. Je me suis dit, ok, nous, ça nous hype, on est chaud et tout, mais niveau écologie... Une réflexion à 3 corps. Mais moi, ça va trop vite dans ma tête. Cerveaux, alors du coup, dans l'absolu... En 5 minutes, ça s'est fait comme ça dans ma tête. Si t'es dans le parc, c'est cool ou pas ? Mais oui. Voilà, vas-y, dis-le. Mais il faut avoir les pieds sur terre. C'est vrai. Diff. Moi, ça m'a hypé. Mais je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis. Pourquoi c'est au décès du sensei Akira qu'on apprend toutes ces nouveautés. Tu sais, c'est comme quand une star de la musique décède, ses ventes augmentent. C'est comme ça. Ça, c'est un truc qui aurait dû exister depuis. Je pense que c'est pas lié au décès, parce que l'annonce, elle est beaucoup trop rapide par rapport au décès. À mon avis, ça fait quand même quelques années que c'est dans les tuyaux, qu'ils attendaient d'être peut-être suffisamment avancés ou autre. Là, il n'y a vraiment pas d'opportunisme. Mais si tu regardes, ils ont annoncé une activité autour de Goldorak, dont ils ont réussi à négocier la licence il y a quelques années. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attendu qu'il y ait des gens de notre génération au pouvoir là-bas. Et c'est tout simplement ça. Parce que, et au pouvoir d'achat. Ouais, ça, il l'avait, merci. Tu veux la prendre pour ta première partie ? Non. Mais ça va. C'est un très bon choix, je suis encore en apprentissage. Alors, deuxième news, on va fêter, comme vous le savez, les 10 ans de l'anime Tokyo Ghoul. Ce sera en juillet prochain. Et pour marquer le coup, on a eu le droit à une sortie d'un visuel où on voit le masque de Kaneki, rempli de scènes clés de l'anime un peu partout, dont la fameuse scène de torture. En attendant d'en savoir un petit peu plus, ça va arriver dans les jours qui arrivent. Potentiellement, est-ce qu'un Tokyo Ghoul Kai, entre guillemets, ça vous hyperait, mon cher Valentin ? Non. Non, parce qu'il n'y avait pas de filler dans Tokyo Ghoul, donc en fait, j'ai pas besoin d'un Kai. J'attends juste de savoir qu'est-ce que sera ce projet, parce que pour l'instant, c'est juste un teasing de va y avoir un truc pour célébrer les 10 ans. Donc ça peut être un truc top, une émission spéciale, un film, un moyen ou court ou long métrage. Ça tease plutôt un animé quand même. Ça tease les 10 ans de l'animé. Ouais. Mais donc c'est Studio Pierrot qui va s'en occuper, mais j'ai été regarder, j'ai été fouillé, putain, il y a aucune info. Le seul truc qu'on a, c'est que là, petit à petit, jusqu'à juillet, ils vont mettre toutes les saisons et tout ce qui a été fait en animé gratuit sur leur chaîne YouTube Japon. Ouais. Donc si vous avez un VPN, vous allez pouvoir vous gaver. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça sera. Donc j'attends de savoir ce que c'est pour savoir si je m'enflamme pas pour rien. Ok. Nordine. Moi, je regarde pas ce manga. Eh ben, ce sera l'occasion de le découvrir du coup. Donc, mais moi, en fait, j'ai une culture nippone qui est bizarre un peu. C'est-à-dire, je regardais Naruto, DBZ et vite fait le reste, mais j'ai jamais accroché. Tu restes sur 2 trucs énormes quand même. Genre One Piece, tout le monde me dit c'est incroyable. J'ai regardé genre 3 épisodes. Je sais que le mec il a des bras qui bougent et voilà. Alors si je peux me permettre, parce que ce sera pas forcément le débat aujourd'hui, mais attends qu'il y ait, ils sont en train de refaire les épisodes de tout le premier acte de Two Is Blue. Ah ouais. Et ça arrive sur Netflix bientôt, donc ce sera beaucoup plus joli et tout. Je pense que commence avec ça. Avec le début et tout. Ils reprennent du début. Le début. Ah terrible, j'ai vu ça. Donc commence avec ça, ce sera mieux que rattraper les 1 million d'épisodes. De 99, les épisodes de 99. Où c'est pas très joli. Attends ça du coup. Ah terrible alors. Et Tokyo Ghoul, tu peut-être attendre ce que ça va donner pour les 10 ans. L'histoire, j'ai jamais regardé. En fait, rapidement, tu vois, Kaneki, c'est un mec lambda. Ouais. Et un jour, pas de bol, il se fait attraper par une goule. Une goule, c'est une sorte de espèce de vampire, mais qui peuvent se balader la journée. Et en fait, elle va pour le manger. Et au moment où elle va pour le manger, en fait, t'as un immeuble qui s'effondre. Et qui s'effondre sur eux deux, sur Kaneki et la goule. Et les services, les pompiers arrivent et tout pour le sortir des décombres. La goule est morte, mais lui, il est pas mort. Et en fait, sans le savoir, pour le sauver, ils prennent des parties de la goule pour le greffer à Kaneki. Et donc, il devient mi-homme, mi-goule. Ok. Voilà. Et puis après, il doit lutter contre le fait de vouloir boire le sang des humains. Et puis, il y a des chasseurs de goules, il y a plein de trucs. Okay. Il y a d'autres goules aussi, c'est pas le seul. Il y a plein de trucs. C'est bien sombre. Franchement, c'est super deep, Okay. Et l'opening, il est incroyable. Et l'opening est incroyable. Écoute, on va peut-être en parler après. C'est sur ADN et tout ça ?
Alors, je vais vérifier, mais il me semble que c'est sur Crunchyroll. C'est Crunchyroll, ils ont plus de trucs ADN. Et Crunchyroll, ils ont presque tout. Et je crois que c'est sur Netflix aussi. Ok, donc c'est mieux d'avoir Crunchyroll que ADN. Alors, il n'y a pas de mieux en soi. C'est mieux d'avoir les deux. Ouais, en fait, c'est que. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut, prends les deux. Prends tout, même d'ailleurs. Prends ADN. Sur ADN, il y a des animés gratuits. Et t'as même pas besoin d'être abonné. Disney Plus va devenir nécessaire. Parce qu'ils viennent de choper tout Macross. On en parlera après, mon cher Diff. Tokyo Ghoul, moi j'ai kiffé les 2 premières saisons. J'ai pas lu. C'est le re que t'as pas aimé. Ouais, et le re là, ça m'a perturbé, ça m'a persécuté. Je suis comme donc toi. en vrai, tant pour fêter les 10 ans là. Si ça peut clarifier la suite bien propre, ok, mais si c'est pour encore faire du re, je suis dubitatif. À mon avis, ouais. Bon, attendons de voir quand même, parce qu'on a vraiment aucune news. Nice. Bah moi, pour eux, c'est un peu comme lui. Après, je me dis qu'il n'y a pas besoin de refaire une saison 1, ni une saison 2. Enfin, pour moi, je les trouve déjà plutôt bien. Oui, c'est vrai. Franchement, assez joli, j'ai été touchée avec, ça me correspond. Donc, s'ils font une histoire à côté qui a rien à voir, mais avec les personnages, ils essayent de faire un truc qui a rien à voir avec le manga, peut-être, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Un épisode ou un truc à OAV, je sais pas, mais ça pourrait être cool. Ça me hype un peu quand même. À voir. Parce que dès qu'il y a c'est quand même bien. Parce que dans Re, je crois, il a un Babies, tout ça là, il fait des kids, non? Ah bon? En tout cas, j'ai arrêté Re. En tout cas, j'ai pas tout vu, mais il fait des bails. Ah oui, ça c'est vrai. Ce sera pour une autre émission. Il est un peu trop tôt là, mon cher Diff. Et on termine avec la bagarre. Je sais que ça plaît à tout le monde parce que ça y est, le teaser est tombé, celui du crossover entre Baki Hanma et Kengan Ashura. Ça sortira le 6 juillet sur Netflix. Donc on a eu ce teaser où on voit des jambes ultra musclées, des mecs super balèzes en train de se battre avec une animation qui semble assez bonne, avec des gestes bien reproduits. Est-ce que ça te hype, mon cher Nordine ? Écoute, pareil, Baki, j'ai entendu parler beaucoup du... Moi, à la base, je croyais que tu parlais du combattant. Du mec du MMA, ouais. Et donc, je pense qu'il s'est inspiré du manga pour prendre son nom. Évidemment. C'est sûr. Mais du coup, j'ai jamais regardé le manga, mais tout le monde me dit que c'est lourd de ouf. Ouais, bah si t'aimes la bagarre, si t'aimes le MMA... Ok, c'est inspiré de ça. C'est pas du MMA, mais c'est de la bagarre. En vrai, l'histoire, moi, ne me hype pas plus que ça, mais les scènes de combat sont cool. C'est quoi l'histoire ? Bah, je serais pas un petit qui veut être fort. Baki ou Kengan, parce que dans Baki c'est vraiment juste du combat pour dire je suis le meilleur. Et dans Kengan, c'est des employés de grosses boîtes qui tu signes plus des contrats à l'ancienne. Tu dis juste mon homme de main va défoncer le tien et celui qui gagne a le contrat. Ah, c'est marrant ça. On est devenu tellement riche, ça sert à rien de faire la surenchère et c'est comme ça qu'ils deal les trucs. Après pour Baki, t'as le début grappleur Baki qui, je sais pas, il est sur Netflix ou pas, mais t'as une suite. Mais si t'aimes la bagarre, et ben en fait ce cross entre 2 mangas de bagarre, c'est cool. C'est comme s'il y avait eu un cross, alors j'exagère, mais Naruto Dragon Ball. Et il y a un grand tournoi et ça se fight. Ah, j'avoue, c'est hype alors. Si tu me dis ça comme ça, c'est hype. Écoute, c'est le 6 juin. Tu l'as pris par les 6 juin, ok. Tu vois, après le spectacle, hop, tu rentres. Ça tombe quel jour ça? Bah je sais pas, là je suis pas fort en jour. Ouais. Oula, non. Oh, je sais pas, je l'ai pas. À tout moment, je viens. Bah très bien. Mon cher Valentin. Ça tombe au meilleur moment possible. Mais c'est la hype de la MMA. Oui, c'est vrai. Ça, on n'a jamais eu. Ça fait des années que ça monte. Mais je pense que Diff aurait préféré un crossover avec Keijo. Ça l'aurait plus ambiancé. Non, il aurait préféré un crossover avec... Non, là, le crossover qui me hyperait de... alors, c'est pas savoir le crossover qui te hype, c'est ce que celui-là te hype. Bon, quel crossover te hype? On veut savoir maintenant. Kenpachi contre Zoro. Même un petit épisode, même une publicité, tu vois. Juste, tu vois, ça serait incroyable. Je suis d'accord, mais sur celui Baki Ashura. Non, ça me hype pas. Je suis pas hypé. Ok. Juste dubitatif. Dubitatif. Ouais. Ok. Très épineux. Pourtant, les muscles sont saillés, très épineux, très drôle. Nice. Bah écoute, si c'est un seul épisode, ça peut être cool, tu vois. Je suis pas hypé de fou, mais ça peut être cool. Mais si c'est toute une saison où ils font vraiment un crossover. Je pense que c'est un épisode bagarre. Ouais, parce qu'une saison entière, ça me fait une belle jambe. Bien, très belle vanne. Tu t'améliores de plus en plus en vanne. C'est toi qui les valide. Et bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Ok, donc, baby. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Mon cher Nordine. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es tout en violet ou pas là? Toujours, je vois pas avec les... C'est un purple délavé. J'ai plein de tenues violettes. Je suis assortie à toi, moi aussi, t'inquiète. Et iPad. C'est la team Freezer. C'est à cause de Bulma, le purple ou... Non, rien à voir avec ça. Hein. Franchement, c'est un lien avec une meuf. Freezer. Ah, c'est un lien avec une meuf? Ouais, c'est un lien avec 2 meufs même. Avec des meufs, mais pas C'était Bulma. des sorcières comme Freezer. Bah, si tu parles de sorcières, elles avaient un peu ce délire un peu mystique. D'ailleurs, on les salue. Ouais, c'était des meufs avec qui j'étais confiné.
Ah. Attends, j'aimerais faire une parenthèse là-dessus. Excuse-moi, t'étais confiné avec des J'étais meufs. confiné avec 2 meufs, ouais. Ah ouais. Pendant le confinement. Elle est bien ta vie. Ouais, c'était cool. Non, c'était vraiment pour des raisons de santé évidentes. Et oui, bah. non, en vrai, au-delà de ça, c'était vraiment en fait, j'étais avec 2 potes, on était sur une terrasse avant le confinement. Ouais. Et elles m'ont dit un truc un peu absurde. Elles m'ont dit, venez, on fait une sorte de colo pour le confinement, tu vois. Genre, on se met en mode taf, on essaie de travailler des idées, des vidéos et tout. D'accord. Et j'étais en mode, parce qu'elle était influenceuse. Donc Okay. j'étais en mode, ça pourrait être terrible en vrai de vrai. Genre, moi, je voulais monter mes réseaux à ce moment-là. Genre, j'avais 30 000 abonnés. Ouais. Et je me suis dit, elles en ont plus, vas-y, viens. Et puis, elles sont belles. Donc, ça rajoute aussi le truc de vouloir faire un truc avec elles. Et elles étaient un peu perchées dans le délire pierre, énergie, etc. D'accord. Et un jour, elles m'ont dit, putain, il y a une pierre qui te ressemble grave dans la définition, c'est l'améthyste. Je dis, c'est quoi et tout. Elles m'ont dit, c'est une pierre violette. Ouais. Et elles m'ont lu la définition, genre douceur, rêveur, etc. Et je trouvais que c'était grave le mindset que j'avais, tu vois. Et de là, je me suis dit, vas-y, ça pourrait être intéressant de croiser ce truc-là avec un spectacle. Et au final, je me suis dit, putain, violet, ça peut être une idée de ouf comme titre de spectacle. Pourquoi pas partir là-dessus? Et quand j'ai lu la définition du mot violet, c'était exactement la même chose que l'améthyste. Ouais. Et derrière, j'ai trouvé la DA, je me suis dit, vas-y, je peux même m'habiller en violet tout le temps, etc. Et créer une affiche autour de ça. Et au final, j'ai réussi à faire un truc où maintenant, les gens, ils viennent au spectacle, ils s'habillent en violet, tu vois. C'est cool, ça. C'est incroyable. Donc, du coup, à la base, c'était juste une idée comme ça. Et en fait, quand tu pousses le marketing un peu plus loin, bah, ça devient un vrai truc. Ouais. Donc, je suis content d'avoir réussi à faire ce truc-là. Maintenant, j'espère que je vais arriver à le mettre le plus haut possible et faire une autre couleur. Et ça peut être même la suite. Chaque spectacle, une couleur. Ça peut être une idée de stratégie, ouais. Ça pourrait être charmant. C'est l'arc-en-ciel. Exactement. Sauf que là, si tu pars en coming out, ouais, là, c'est. Et pendant le confinement, vous faisiez du spiritisme. Bah, écoute, je t'explique une fois. Non, mais on n'est pas loin parce qu'un jour, je rentre de confinement. Enfin, je rentre d'une journée de confinement de base. Je rentre de confinement. J'ai fait les courses. On rentre pas de confinement. J'étais chez moi et j'ai fait une petite balade dehors. Tu sortais un chien? Ouais, voilà. J'ai inventé un chien pour sortir et tout. Et du coup, je rentre et elles m'attendaient dans la maison. Elles avaient des pierres elles avaient des trucs de sauge, tu sais. Ah oui, ouais. Que tu fais brûler pour enlever les mauvaises ondes et tout. Et genre, je suis arrivé, elles m'ont fait genre un truc autour de moi. Elles m'ont dit, on sent des mauvais esprits, tu vois. J'ai c'est-à-dire et tout. Elles m'ont dit, je sais pas, il y a un truc à l'intérieur qui va pas et tout. Genre, je dis de où? Elles me disent de toi, je sais pas, je ressens un truc que j'ai jamais ressenti. Et elles me disaient avec ce ton-là. Et j'étais en mode, mais ça veut dire quoi? Elles m'ont dit, laisse-toi faire. Et genre en mode, pendant genre 2-3 minutes, elle faisait des tours autour de WAM. Et j'étais grave en mode, mais elles sont perchées de ouf. Et il est rentré avec sa bière Corona. et après j'ai appris qu'en fait, c'était un truc très courant. Il y avait plein de meufs qui étaient un peu dans cette secte-là de spiritisme et tout. Et j'étais en mode, ok, donc c'est vraiment une idéologie de gens. Il y en a plein qui sont comme ça, astrologie, les natures, les trucs. Et j'étais en mode, ok. Et au final, elles m'ont beaucoup inspiré dans mon spectacle, ces meufs-là. Donc, mais ça t'a fait du bien, ça? Tu l'as senti, le cosmos, l'énergie? J'ai rien senti du tout. J'étais en mode, vous êtes complètement cinglés. Mais en vrai de vrai, je me suis dit, tu sais quoi? Je respecte parce qu'elles ont leurs idées et elles y vont à fond. C'est vrai. Et quelque part, ça, c'est des choses que je respecte. Tu vois, genre les gens qui ont des. C'est comme les gens qui sont fans de manga. En vrai de vrai, de l'extérieur, un mec lambda, il se dit, c'est des fou, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, c'est juste des gens passionnés et ça, je valide, tu vois. Ouais, la passion, c'est beau. Val. T'as dit que t'as fait la DA. T'es fan de Pixar aussi ou c'est un... Non, cette affiche, c'était un modèle d'avant parce que l'affiche d'aujourd'hui, c'est plus moi. Enfin, c'est plus moi de maintenant. Ça, c'était au tout début du spectacle, donc c'était sorti du confinement. Et je voulais justement une affiche où je souris pas. Parce que t'as vu toutes les affiches, les mecs ils font des poses où ils rigolent tout le temps, ils sont toujours en mode expressif. Je voulais un visage un peu plus moi, c'est-à-dire candide, un peu innocent, tu vois, donc c'était ce que je voulais. Et surtout, je voulais pas un truc où je souris parce que je sais que j'ai un beau sourire. Et non, mais c'est même pas. De savoir, tu as raison. C'est un peu prétentieux. Je voulais juste pas que les gens se disent. Ah, vas-y, il fait une affiche et il a des belles dents. Donc, c'est un beau gosse. Ouais, voilà, je voulais pas ce côté-là de l'affiche. Donc, du coup, je voulais plus qu'on voit le côté violet que moi, tu vois. Et... Souvent dans les spectacles, enfin surtout pour ceux qui ont fait du stand-up, parce que je rappelle, on en parlera peut-être après, mais que tu as fait aussi le Jamel Comedy Club. Ouais. Souvent, il y a une infime partie du spectacle qui est préparée et le reste, on part en impro et on s'en prend un peu aux gens du premier rang. Ouais. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'as construit, le spectacle Violet? Non, pas du tout. Violet, c'est une vraie histoire. Ouais. C'est vraiment le fil conducteur de ma vie et si vous êtes amené à voir le spectacle, en gros, le violet, je dis d'abord que c'est un mélange de deux couleurs et que du coup, c'est un peu ce que je suis parce que je suis métisse.
Et du coup, de tout ça, je développe le truc de qu'est-ce que c'est qu'être métisse aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en tant qu'individu, en tant qu'homme, dans tes choix de vie, avec les femmes, avec toi-même. Et donc, du coup, ça devient il y a une vraie trame derrière ça. Et évidemment, après, l'impro, ça rentre dans le spectacle parce que c'est un spectacle vivant. Donc, moi, je pars du principe, les gens, ils viennent 1 heure avec moi et je suis avec eux aussi. C'est pas genre, il n'y a pas que eux qui payent. Moi aussi, je paye l'échange, tu vois. Et c'est une sorte de thérapie d'être chaque soir devant des gens différents et de parler de choses qui me parlent et qui leur parlent aussi. Donc, non, pour moi, l'impro, ça fait partie à part entière du show. Moi, 2 petites questions. Déjà, quelles sont les origines le side de métissage de Moi, mon père, il est congolais et ma mère, elle est marocaine algérienne. Ça veut dire que je suis totalement africain et je suis français aussi, donc je suis né en France. Donc j'ai toutes ces cultures qui se mélangent, celle d'être né en France dans un quartier un peu populaire à Bordeaux, d'avoir été dans un lycée un peu plus bobo à Bordeaux. Du coup, j'ai des codes entre guillemets blancs, tu vois, avec voilà le savoir-être, le savoir-faire, tout ça. Et en même temps, mes cultures de base, c'est-à-dire la culture rebeu, qui est une culture très, très matérielle, enfin pas matérialiste, mais genre traditionnelle, tu vois, où tu as des codes très précis, où c'est un peu l'homme qui est au-dessus de la femme, alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible en vrai. Et à côté, la culture africaine, où c'est un peu l'inverse, tu vois, où c'est un peu, enfin, africaine renois, congolaise, du coup, où c'est vraiment beaucoup plus le côté, là, c'est pas vraiment l'homme, c'est un peu plus tout le monde, même, tu vois, c'est vraiment 2 cultures différentes en soi. On pourrait croire qu'il y a évidemment, il y a des trucs qui se rapprochent, mais la culture renois et la culture rebeu, c'est 2 trucs qui n'ont rien à voir en vrai. J'ai été au Congo peut-être 6 semaines et j'ai passé beaucoup de temps au Maroc et surtout j'ai plein de familles marocaines et algériennes aussi. Quand je vais dans l'une et dans l'autre, je me comporte pas pareil. Genre je sais que j'ai pas les mêmes phrases. Il faut s'adapter. Ouais, de fou. Et ça, c'est une vraie source d'intelligence d'être capable de, en fonction de là où t'es, savoir comprendre les éléments que là tu peux faire et que tu peux pas faire, tu vois. Et c'est aussi le but de ce spectacle, c'est de dire ok, je me suis adapté et j'ai compris qui j'étais et en vrai c'est ça qui me construit, tu vois. Et à quel niveau les animes, les mangas ont impacté ta personnalité, ta carrière, ta vision? Quel effet ça a créé chez toi en fait? C'est intéressant parce que moi quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais en full Naruto. Et Naruto, il y a un truc qui est fort, c'est le Nindo. C'est quand il dit moi j'ai envie d'être Hokage. Je sais qu'aujourd'hui je suis un raté pour vous, mais je vais y arriver. Et quand j'ai quitté Bordeaux, j'étais un peu dans ce mood-là, c'est-à-dire j'étais en mode j'ai rien. J'avais 17 ans, j'avais pas encore eu mon bac. Je commençais à faire des scènes dans des caves et tout à Bordeaux. Et les gens, ils me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais mec, c'est pas un métier. Il y a 10 ans, le stand-up, c'était pas comme aujourd'hui. Ça veut dire, j'étais vraiment... En plus, à Bordeaux, c'était encore plus en retard qu'à Paris. Il y avait ce truc de, mais mec, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu peux amener? Enfin, t'es pas marrant, en vrai, pour eux. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, moi, je vais pas vous écouter. Je vais écouter que ma façon de penser et qui je suis, ma foi. Et c'est un peu ça, Naruto c'était un peu ça, c'était un mec que tout le monde voyait en raté, qui avait des rêves beaucoup plus grands que ce qu'il pouvait réaliser. Et au final, en croyant fort en ses rêves, tu réalises que c'est possible. Bravo. C'est vrai. Et c'était un peu ça mon mood. Donc, Nice. Alors, moi j'ai 2 petites questions aussi. La première, c'est est-ce que tu as mis un peu d'ésotérisme et de spiritisme dans ton spectacle par rapport à tes inspi, violets, etc., à tes copines et tout. Et enfin, je te laisse répondre à cette question, je te pose la deuxième après. La première, écoute, pas vraiment, mais un petit peu oui, parce que j'en parle, du coup je parle d'elle. Donc je fais 2-3 vannes sur ces gens-là qui sont à fond dans les pierres, dans les énergies. Et c'est inspirant quand même parce que c'est un sujet de société en vrai. C'est devenu très actuel de parler de ça et de comprendre comment ça fonctionne. Surtout qu'en vrai, de plus en plus, aujourd'hui, les gens ils vont chercher des sujets comment expliquer, ils vont chercher des façons de faire, des façons d'être dans d'autres énergies que la religion. Tu vois, ils vont se construire une identité et une foi ailleurs que dans Dieu parce qu'il y en a qui croient pas en Dieu. Et moi je suis d'accord avec les gens qui croient pas en Dieu à partir du moment où ils croient en quelque chose. Tu vois, ils essayent moi je crois en Dieu, tu vois, je suis musulman et tout, et je suis pour toutes les religions en vrai parce qu'il n'y a pas de différence, mais en soi je suis grave contre les gens qui croient en rien parce qu'en vrai c'est un peu bizarre de croire en rien. Mais je suis grave pour les gens qui croient en quelque chose, tu vois. Une énergie, une âme, un truc, genre, quelque chose qui les raccroche à leur... après, je respecte tout le monde, hein, mais je trouve qu'être athée, c'est hyper, quelque part, c'est hyper prétentieux. Genre en mode, j'ai besoin de rien, genre. Tu vois pas? Je vois très bien ce que tu veux dire. Après, je respecte de fou. Ça enlève de l'humilité, tu penses?
que nous apprend la religion. C'est ça. Et à la rigueur, tu vois, les gens qui me disent je crois pas en Dieu ou je crois pas en un Dieu, mais je crois en quelque chose, je trouve ça quand même un peu sensé de se dire vas-y, c'est pas grave, pour moi, il n'y a pas de religion, mais il y a quand même, tu vois, moi je crois en la pierre, justement. Cette pierre-là, elle me donne une énergie que j'ai pas ailleurs. Et je respecte beaucoup ça, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut et je suis toujours du principe qu'on est tous différents les uns des autres et au final, on s'aimera tous à un moment donné. Mais c'est vrai que quand tu crois en rien, je trouve que c'est dommage quelque part. C'est dommage de ne pas s'intéresser. Ouais, j'entends très bien. Ma deuxième question, ça n'a rien à voir. Mais quoique, parce que ça concerne Naruto, parce que tu as parlé de thérapie il y a 2 secondes, il y a 2 minutes. Tu as dit que quand tu étais sur scène, c'était une thérapie pour toi. Est-ce que c'est vraiment une introspection que tu fais sur scène? Est-ce que Naruto, ça t'a permis de faire aussi des introspections? Est-ce que ça a impacté ta façon de faire ton spectacle? Naruto, c'était incroyable parce que moi, je m'identifiais beaucoup à certains personnages. Ouais. J'étais à fond dans Naruto parce qu'il avait ce mindset là. J'étais à fond dans Rock Lee, pareil, parce que Rock Lee, il avait ce truc, tu vois, il avait pas forcément de ninjutsu, il devait que se battre moins que les autres. Avec ses points et ses taijutsu. Et du coup, c'était une sorte d'abnégation en plus pour les autres. Et il y avait aussi j'aimais beaucoup le côté Sasuke aussi, parce qu'il avait le côté un peu rageux, un peu haineux, mais c'est genre juste je veux venger des gens. Et moi, j'étais un peu dans une vengeance à un moment donné. Vous savez quoi? Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Ils t'ont projeté leurs freins sur toi. Tu vois, ils m'ont envoyé des trucs négatifs et j'étais en mode je vais y arriver et je vais vous montrer par A plus B que je suis pas juste un mec frais ou ce que tu veux. Genre, je peux être marrant, je peux être ce gars-là. Et il y avait tout ça mélangé et je trouvais que ça m'a donné beaucoup de force. Alors, juste avant de passer à Valentin, tu as parlé de Rock Lee. J'ai une petite question sur Rock Lee parce que j'ai une question à laquelle j'ai pas la réponse. Pourtant, j'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé. Rock Lee, il a pas de chakra. C'est fou ça. Alors, question, parce que quand t'es à l'école pour passer au niveau Genin, t'as un examen, c'est créer un Kagebunshin. Ouais. Et il a pas de chakra, il a fait comment pour passer ça? C'est des incohérences qu'il faut pas calculer. Voilà. Ok. Alors, je ne calcule pas. Vas-y Val. Je vais répondre à ta question. Merci. C'est pas une épreuve éliminatoire, en fait, il faut que tu aies une moyenne générale. Et donc, comme il a surperformé dans d'autres, ça passe. T'as pas un 0 qui t'élimine. Ça a beaucoup de sens. D'accord. Ça tout prend son sens. C'est-à-dire que Naruto, il était nul vraiment partout. Ouais, mais j'étais obligé de laisser passer. C'est vrai que Naruto, il est quand même devenu Hokage en n'étant même pas. Il est même pas. Il est même pas Genin. Il est que Genin. Ouais, il est Genin. Oui, mais il a sauvé le village. Il est pas HPI. Il est pas HPI, mais il est HPE. Il a pas sauvé le village. C'est fou. Il a sauvé le monde. Le village et le monde. Val. Du coup, j'aimerais rester sur la thématique des parallèles Naruto, ta carrière. Tous les personnages de Naruto qui sont des enfants, on les voit progresser avec l'aide de mentors. J'ai des mentors. C'est vrai, la question tout seul et la réponse. Qu'il est fort ce Nordine. Non, ça se relie beaucoup. J'ai eu beaucoup de mentors. J'en ai même encore aujourd'hui. On en a toujours en vrai dans la vie. Mon premier mentor, c'est mon daron, tu vois. C'est mon père. Mon père, c'est un peu le modèle qu'on veut tous dépasser à un moment de notre vie quand on est un homme. Il fait des blagues aussi, ton père? Mon père, il est tellement drôle. Mon père, il est hilarant. C'est genre, c'est le mec, il est spontané, trop marrant, de fou. Genre, il dit des trucs et chaque fois que j'écris un truc, c'est par rapport à lui. J'ai même pas besoin de modifier les phrases, tu vois. C'est vraiment, c'est beau. C'est écrit direct. C'est incroyable. Mon père, c'est mon premier modèle et mon mentor que j'ai toujours eu envie de dépasser et que j'ai toujours eu en respect. Après, il y a évidemment des artistes, tu vois. Dans l'humour, il y en a plein. Farid m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup donné de force. Charles Soignon à un moment donné aussi. Il y a eu un petit peu aussi les gens moins connus, mais tu vois, je prends des exemples comme Charlie Niobé, John Sulo, qui est aussi fan de manga. Johnny Baby. John Sulo, il m'a vu à ma première scène à Paris. C'était au Field. C'était une scène où tu levais la main pour aller jouer. Et j'étais venu avec mon père. C'est celle de Paul Serré, là? Non, c'est pas celle-là. Ok, c'est ça, c'est le Campus Comedy Tour. Ouais, d'accord. Mais à Paris, le Field, c'était là-bas et Sulo, il était dans l'équipe d'animation. Ouais. Et j'avais pleuré ce jour-là parce que c'était la première fois que je jouais devant mon père. Moi, je savais pas que Sulo était dans l'équipe, je le connaissais pas. Et 5 ans après, il me dit je me rappelle de toi, t'avais pleuré à ta première scène. Et moi, j'étais en mode mais ça doit pas savoir ça, comment Et il m'a dit non, j'étais dans l'équipe d'anime et tout, et c'est cool de voir que tu lâches pas, que t'es motivé et que tu gardes ton état d'esprit de mec qui a faim. Et aujourd'hui, c'est encore ça qui m'anime et qui fait que j'avance, c'est que
j'écoute pas les gens, je suis dans mon queutru. Même tu vois le début du spectacle Violet, au début les gens ils me parlaient, ils me disaient ouais Violet, vas-y, pourquoi tu t'habilles en violet, c'est quoi ton truc, vas-y tu crois que ça va marcher parce que tu es habillé en violet. Ils sont pas rentrés dans le mood. Ouais. Les gens, en fait les gens ils vannaient le fait d'être un peu plus un produit marketing que le mec genre hilarant que eux ils admirent. Ouais. Et j'étais en mode, moi je sais où je vais, t'as vu. Genre vous pouvez penser ce que vous voulez, ma DA elle est construite dans ma tête et je sais que ça va marcher. Et aujourd'hui quand je vois le Palais des Glaces complet à l'avant, c'est que je me suis pas trompé. J'aimerais revenir un petit peu en arrière, puisque tu as intégré le Jamel Comedy Club en 2019. C'est ça. Comment on intègre le Jamel Comedy Club ? Écoute, c'est un parcours un peu aléatoire, mais le Jamel, il faut être dans les scènes ouvertes du mardi. C'est des scènes où on te repère et tout, on te dit voilà, viens faire ton set. Et puis il y a un directeur artistique qui est là et qui regarde un peu les humoristes. Et après, c'est toi et ton énergie, ce que tu as à revendre sur scène en fait. Ton naturel, ton niveau de rire évidemment, parce que si tu fais pas gaulerie, on va pas t'appeler. Et forcément. Mais si tu es fort sur scène et qu'en plus de ça, tu as ce truc un peu à toi, différent, bah forcément t'intéresses les gens. Et moi c'est ce qui s'est passé le jour où j'ai fait ma première Def Jam, ça s'était très bien passé et j'avais encore mon histoire où j'étais puceau, donc je parlais de ce sketch sur scène. J'avais genre 19 ans et je racontais ça, et du coup c'était vraiment un sujet différent. Les gens ils parlaient pas de ça sur scène, personne donc avait tu t'es ce démarqué. propos, ouais de fou, personne n'avait ce propos un peu différent. Et du coup quand j'ai fait ce sketch, le DA il m'a dit bah viens faire la troupe 2-3 fois. Au fur et à mesure, je faisais des essais, et puis ils m'ont dit bah, vas-y, on te met avec nous. Et au fur et à mesure, j'ai intégré la troupe du Jamel Comedy Club. Ça t'a changé sa vie sexuelle un petit peu ? Ouais, bah j'ai T'es pas obligé de répondre. Il y a eu une suite. Non, mais j'en parle dans mon spectacle, donc j'ai pas de gêne. Il y a eu une suite, j'ai rencontré une femme avec qui j'étais en couple et tout. Donc du coup, on a passé ce step-là et ça m'a aussi avancé dans mon spectacle. Parce qu'une fois que j'avais passé ce step, j'avais plein de blagues que je pouvais plus jouer. Du coup, j'ai modifié et c'est comme ça que Violet est né aussi. Tu vois, ça est né à partir de ça. Nice. Mais là, tu dis Violet, alors ta DA qui est autour du violet, tu l'as travaillé tout seul ou tu t'es entouré ? Non, tout seul. Tout seul, ok. Tout seul. Les meufs, elles m'ont vraiment aidé juste dans le truc de vas-y, appelle le violet. Elles m'ont confronté dans cette idée de le faire. Parce qu'à la base, en fait, il y avait un truc qui me stressait, c'était qu'à l'écrit, violet, si on voyait pas la couleur, ça sonnait viol. Et mine de rien, c'est pas good vibe. Mine de rien, on est dans une époque où vas-y, tout ce qui peut être proche des femmes dans le mauvais sens, c'est pas bon. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'appuie le violet par le violet. C'est-à-dire, la seule façon que les gens ils voient ça que par la couleur, c'est de s'habiller en violet et d'être à fond dans ça. Donc du coup, je martelais tout le temps du violet dans mes stories, dans chaque code couleur, c'était violet. Partout où j'allais, violet. Il y avait que ça. Et les gens, et du coup, les gens psychologiquement, ils retenaient ça. C'est ce qu'a fait Prince avec Purple Rain. Ouais, de fou. Bah, les gens, ils m'ont beaucoup dit ça au début. Et en fait, après, moi, je connaissais même pas Prince. Ah, en fait, je connaissais... bah tu vois, c'est bien, ça t'a fait découvrir Prince. Ouais, de fou. Ouais. Ça m'a fait découvrir ce son et tout. Et ça m'a ouvert grave encore plus d'inspi sur de la scénographie sur scène, sur comment voir mon spectacle et tout. Mais en tout cas, je connaissais pas Prince quand j'ai fait ce truc-là. Donc j'ai vraiment écrit cette DA en étant inspiré par moi-même et parce que j'avais en tête et pas par quelqu'un et faire un truc qui ressemblait, tu vois. Donc, pour faire la suite de ta carrière, comment t'es passé du Jamel Comedy Club à la radio ? Parce que tu es sur la bande originale, ouais. Il y a eu quand même plusieurs années qui ont passé. Tu vois, Jamel, c'était en 2019. J'y suis encore aujourd'hui, mais un peu moins. Mais entre tout ça, il y a eu énormément de scènes ouvertes, énormément de premières parties, de têtes comme Paul Mirabel, avec qui j'ai fait 2 ans en tournée. Et en fait, ça s'est fait à ce moment-là, parce que Paul, je suis parti en tournée de 2021 à 2022 avec lui. Et à ce moment-là, il avait pas mal de gens qui venaient le voir, et notamment les gens qui étaient chez Inter. Et Paul, il était chez Inter aussi. Du coup, quand ils m'ont vu, ils ont bien aimé mon énergie. Et ils voulaient un peu ouvrir leur diversité d'artistique parce que ça manquait un peu de couleur à Inter et ça a toujours été un problème. Et du coup, ils m'ont essayé plusieurs fois et ça s'est bien passé. Et de là, après, et maintenant, ils m'appellent dès qu'un peu j'en ai envie en plus, donc c'est cool. Et tu as une liberté totale ou est-ce que quand tu es sur Inter, tu racontes pas les mêmes choses déjà parce que tu n'as pas le support visuel ? Il y a ce truc aussi où quand tu n'es pas sur scène, tu peux pas faire les mêmes blagues. Donc du coup, tu écris des trucs différemment. Mais globalement, j'écris tout ce que je veux. Moi, je vais pas dans les trucs politisés parce que c'est pas ma vibes.
Mais genre, dès que j'ai voulu raconter un truc sur Inter, je l'ai raconté. Souvent, je raconte un truc qui m'arrive dans la semaine, tu vois. Genre, le jour où j'ai déménagé, j'ai écrit une chronique sur le déménagement à Paris. Le jour où j'ai eu la Fashion Week, j'ai parlé de ça. Le jour où il y a Mbappé qui a été annoncé départ de... Bah, tu vois, dès qu'il y a un sujet d'actu qui me parle ou un truc qui me parle à moi, j'en parle. Et je trouve que c'est la meilleure façon de ne pas diviser, tu vois. Ouais. Diff. Donc, Dragon Ball, c'est fini depuis. Naruto, c'est fini depuis. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi qui te hype? C'est quoi les nouveaux animés, les coups de cœur? T'es dans quoi un peu? J'ai regardé SNK, mais j'ai pas fini. Ah ouais? Ouais, je me suis... En fait, moi, j'ai un problème, je sais même plus. Je crois que j'en suis à la saison 3 ou 4. Okay. J'en suis à la saison finale, c'est sûr. J'ai vu tous les trucs et tout, mais en fait, à chaque fois que je regarde un truc, je m'endors et j'arrive pas à recrocher. J'ai tellement de trucs dans la journée, ouais, des tu trucs m'étonnes. Ouais, c'est que dur. c'est compliqué. J'ai pas de moment où je suis posé, tu vois. Mais SNK, faut que je reprenne parce que c'est lourd de fou. J'avais kiffé. Incroyable. C'était quoi que j'ai vu là, Jujutsu Kaisen. Non, pas ça. Demon Slayer. Vu à Demon Slayer, la première là. Ouais. Ça, j'ai regardé un épisode et là, je suis allé voir le dernier. Ouais. J'avais jamais rien regardé entre tout ça. Ah oui, d'accord. T'as pas vu ça. Mais qui fait ça? Alors, juste un truc, c'est-à-dire qu'on peut le dire, hein, t'as pas vu le meilleur. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Mais juste ce que j'ai vu là, ce jour-là, ça m'a mis hype de ouf. C'est vrai? Quand tu vas voir toute la saison 2, surtout, elle est vraiment bien. J'ai kiffé, je vais reprendre à zéro, donc j'ai kiffé. Et surtout, ça, et puis en vrai, j'ai essayé de regarder du coup Jujutsu Kaisen, mais pareil, j'ai pas le temps. Mais en vrai, SNK et Demon Slayer, c'est les deux gros trucs que je kifferais. C'est du bon déjà. Parce que là, on a bien compris, bon, Naruto, c'est ton manga préféré. De fou. Mais... Boruto, j'ai regardé aussi un peu. Tu aimes bien la suite alors j'ai regardé le début, j'ai pas fini. Lis-le. Il faut le lire en mode. Ah ouais, lis-le. Parce qu'il y a trop de hors-série. Il y a trop de... Ouais. C'est relou. Mais du coup, toi, quand t'as accroché sur Naruto, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Ce qui m'a plu dans Naruto, c'est les combats, les couleurs, évidemment ce que je disais au début, le mindset des personnages, qui ont chacun vraiment des mindsets très différents, et les profils de chacun. Et surtout, en fait, Naruto, c'est fou, mais c'est un des... comme plein de mangas, mais c'est un des mangas qui, je trouve, décrit le plus l'évolution sociale d'un individu. Tu vois, genre... Alors, par exemple, pour quel personnage? Un peu tous, en vrai. Genre, tu vois... en fonction de qui t'es, de ce que tu veux faire et de ta famille et de ce que ça représente pour toi, la famille. En fait, il y a tellement de trucs. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, Naruto, il sait que l'héritage de son père, c'est un poids trop lourd à porter pour être un ninja lambda. Du coup, de lui-même, il sait qu'il doit être fort. Il y a ce truc de... C'est pareil, tu vois, un mec qui est fils de footballeur, il peut pas être un autre joueur aussi fort que son père, tu vois. Genre, les fils Zidane, tu peux pas être... en fait, c'est dur. Ça doit être trop dur pour eux parce que le nom qu'ils portent, ça a trop d'importance. Comme les fils Jordan, les fils James. Le fils Patrick Ewing, il a essayé la NBA. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Et c'est compliqué. Donc, du coup, il y a ce truc de putain, c'est vrai que ça en dit beaucoup sur plein de choses. Sur comment se comporter, sur la relation aussi avec les femmes. Tu vois, Naruto, il y a ce truc aussi que je me retrouvais dans ça. C'est qu'il y avait ce côté où il faisait tout pour se faire remarquer parce qu'il n'existait pas autrement que par les blagues. Et moi, c'était un peu ça aussi. Avant, j'étais un peu le mec un peu en embonpoint, j'étais petit, j'étais un peu rond et tout. Ça veut dire les meufs, elles te calculent pas trop, elles vont voir le mec qui fait du sport tous les jours. Elles vont voir le Sasuke, quoi. Tu vois, elles vont vraiment voir ce mec-là et du coup, ça relevait plein de choses de la réalité. Et j'étais en mode, putain, c'est fou, genre, et tu t'identifies à Naruto, des fois à Neji, des fois à lui, à Shoji. Enfin, tu sais, il y a ce truc de, tu t'identifies un peu à tout le monde. Chacun a des trucs qui te parlent et du coup, tu te construis un peu comme ça, tu vois. Donc, je trouvais ça cool, moi. Nice. Il y a aussi le paramètre du choix, parce que si tu regardes bien dans Naruto, tous les personnages, ils passent à travers des choses ultra compliquées, tu vois. Par exemple, Kakashi, il a perdu son père qui était détesté, il s'est suicidé. Il y a Gaara qui... Son père qui était l'un des ninjas les plus puissants du village. Mais le fait Kakashi, le père de Kakashi, mais le fait que son père, il ait aidé ses collègues, voilà, il a été détesté. Mais Kakashi a quand même bien fini. Gaara à côté, par exemple, lui, il a bien fini grâce à Naruto, mais de base, il avait une haine qui le rongeait. Et tu vois, en fait, ils passent tous par des... Ça, c'est fort aussi, pour revenir à Naruto sans te couper, mais il y avait ce truc où il transcendait les gens. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai réussi à aussi développer de moi-même, c'est que quand je rencontre les gens, j'ai toujours une énergie bienveillante qui fait que très vite, on réussit à m'accepter et à me faire du coup rentrer dans des trucs. Tu vois, un truc tout bête, le stand-up, c'est un milieu où si t'es un peu méchant, c'est compliqué d'avoir des portes qui s'ouvrent. Et moi, je sais qu'au-delà de mon niveau sur scène et de ce que je peux proposer, il y a ce truc de l'humain que je suis. En fait, il est tellement bienveillant
que du coup, on C'est a envie l'humanité. on a envie de me proposer des trucs, de m'amener dans des endroits, de me faire des festivals, de venir voir mon spectacle aussi, parce qu'il y a ce truc d'humain qu'on ressent et que les gens ils donnent envie de voir en vrai, tu vois. C'est le violet aussi. Tu leur donnes Le violet, l'attention ça et vient de de- l'écoute. Et c'est ça que Naruto était très bon dans ça, mais c'est J'ai une incroyable. question de la part de notre producteur, Oui. Face, qui voulait savoir si Nordine Gonzo, c'est par rapport à Danzo dans Naruto. Oh. Non, c'est par rapport à quelque chose d'autre que moi, mais pas très loin. C'est un footballeur, Ganzo. Ok. C'est un joueur qui joue au Brésil. Ok. Et c'était le binôme de Neymar avant que Neymar explose. Hmm. Et en fait, Neymar, il a percé. Et Et moi, mon Ganzo, nom de il Facebook, s'appelait- c'était Nordine Neymar Elia. Et en fait, comme Neymar a trop percé, je pouvais pas garder ce nom-là sur Facebook. Ah, ouais. Du coup, j'ai changé ce nom et j'ai appelé ça Ganzo parce que Ganzo, c'était un de mes joueurs préférés aussi à l'époque. Ok. D'accord. Et du coup, j'ai gardé ce nom parce que lui, vu qu'il est pas trop connu, personne n'a la ref. Bah Ouais, ouais. bah là, regarde la preuve. Tu vois. Et du coup, non, mais Danzo, c'est marrant aussi parce que c'était un de mes personnages préférés dans Il Naruto. était dans l'ombre. Alors, Ouais. Et on- Un peu comme Ganzo. Après, il y a un truc. Alors pourquoi c'était un de tes personnages préférés? Parce qu'au début, tout le monde le détestait. En quand fait, même. il était détesté, mais il avait ce truc un peu bresson que j'aimais bien et il avait tellement de pouvoirs cachés. Un petit peu. Et tu sais, il y avait ce truc un peu genre de. Au final, c'était pas tant un Enfin, méchant il, que a, ça. il a quand même détruit toute une lignée de Oui, Uchiwa. de hein. fou. Il a fait détruire tout le Uchiwa. Danzo Et ça, Dans l'ombre, il Bah, a fait ok, des Danzo stratagèmes. Shi- avec voilà. les Ouais, les bras. les Sharingan sur le bras. Sharingan. Il a Izanagi, appelé Izanami, c'est ça Ouais. Ouais. Il les avait tous. Et du coup, c'est Sasuke qui le tue en plus. C'est ça. En fait, il s'auto-détruit lui-même. Et en plus, Danzo Mais il perd le combat Ah, contre il Sasuke. fait ça pour que pas les. Ouais, puis il a un saut qu'il peut plus retenir. Et donc il et puis explose. quand il était gamin, c'était un lâche. Ah, C'est- j'ai ouais, capté. bah, Nice. Petite question, c'est quand le spectacle avec des Rinnegan? C'est violet? Rinnegan, c'est pas Ah oui. violet. Hein. Les Rinnegan, Si, c'est les bleu. Rinnegan, Si, tu sais, Si, c'est violet. C'est violet. Tout l'œil purple, rond, tu vois, comme Pain. Et écoute, tu viens de me donner une idée peut-être pour de Eh la ouais. scénographie pour une belle salle. Why not? Parce que c'est vrai que si j'arrive à faire un truc genre une pupille violette derrière moi, ça serait pourrait ouf. ça pourrait être terrible. C'est vrai que j'avais pas que c'était violet. Alors je vais te dire mon cachet du coup. Parce que voilà. Coûte cher, mais Nice. c'est intéressant. Du coup, dans ton spectacle, tu parles un peu de manga? Non, pas du Non, tout. tu t'en parles pas du tout. J'ai un pote qui a un sketch sur les mangas. Moi, ça n'avait pas sa place. Je pourrais faire un sketch sur les mangas Mhm. parce que ça m'inspire un peu, les voix et tout. Il y a un truc marrant par rapport à la France, les voix françaises, Faire des les petites voix refs. japonaises et tout. Mais c'est pas un truc qui a sa place dans le spectacle aujourd'hui. Donc, Ok. si j'en fais un sketch, ça sera vraiment posté sur À internet. côté. Ouais, de Mhm. Val. Naruto, son but, c'est de devenir le Hokage. Ouais. Quand on est un stand-upper aujourd'hui, c'est quoi la mec, c'est quoi l'objectif? Parce que tu as dit avoir une belle salle, mais là, tu as déjà une super salle, tu es à la radio, Ouais, de fou. En tu as fait, on a. explosé les 30 000 abonnés, Ouais, c'est fou. En fait, ce qui T'es est plus ouf, puceau. c'est que c'est un. Ouais. t'es plus puceau. En vrai, de vrai, si je devais faire le point de mes rêves d'il y a 10 ans, j'ai déjà tout accompli. Ça, le bingo, il Genre, est rempli. Comment garde la Faire le moitié Jamel Comedy Club, faire le festival de Montreux, être à la radio chez France Inter, avoir un spectacle, habiter à Paris. T'as quand même un parcours incroyable. De hein. ouf. Parce que Ouais, t'as quel âge là attends. J'ai 25 27 ans. Ouais. 27, ouais. Ça, Ouais. c'était une blague, habiter à Paris dans ton bingo. Non, non, vraiment. C'était vraiment Moi, quand, ok. quand tu viens de Bordeaux, t'es chez tes parents, Il n'y avait pas Hidalgo avant. t'as rien. Genre, t'as personne en vrai, t'as rien. Et vivre à Paris, vivre de son métier, juste ça, genre, accomplir ses rêves et vivre de son métier et de payer pour ses blagues, c'était déjà un de mes premiers rêves. C'est une Mm. dinguerie en vrai. Et aujourd'hui, arriver à avoir dépassé tout ça, en fait, tu peux que te dire, vas-y, on va chercher quoi maintenant, tu vois. Là maintenant, ça me suffit plus de me dire, je suis complet au Palais des Glaces. Faut que je me dise, faut que je sois complet dans un gros truc et un Olympia et un truc et tu vois. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est un métier où t'es jamais satisfait, alors que t'es déjà dans un truc incroyable. Et c'est pour ça qu'il y en a qui deviennent aigris, parce qu'en fait, t'as vu, des fois, tu te dis c'est pas assez, alors que c'est déjà tout ce que tu voulais faire de base. Et le jour où tu te dis ça c'est pas assez, mais en mode négatif, c'est pas bon. Moi, tu vois, je suis déjà hyper. Genre, si ça devait s'arrêter là, ma vie, elle est réussie. Je suis content. Maintenant, je me dis, pour mon bien et pour le bien-être de tout le monde et pour mes rêves aussi, je vais toujours aller chercher le plus loin. Mais en vrai, c'est déjà incroyable les goals que j'ai réalisés, tu vois. Et je souhaite à tout le monde de juste un jour se réveiller le matin et se dire, putain, je fais des blagues ou je fais plomber parce que je voulais le faire. Juste vivre ses rêves, c'est incroyable, tu vois. Même vous, être à la radio, je pense que c'est un truc que vous pouvez peut-être faire un jour. Ouais. Et si vous êtes en train de vivre de ça, c'est déjà incroyable. Donc, Déjà, c'est vrai. radio, parler de manga, c'est Parler une de manga, dinguerie. une dinguerie, oui. Franchement, on est C'est reconnus. dinguerie. C'est une dinguerie. Et ce qui est encore plus une dinguerie, c'est que nous, on a le Naruto du journalisme manga qui est Valentin. Ok, Et il a une chronique qui s'appelle Nani. ok. Je te laisse expliquer ta chronique rapidement à Nani. Nordine et après on part dessus. Yes, Nani, c'est la chronique qui raconte des infos, des contextes et donne des anecdotes dans le manga et dans la japanime. Donc aujourd'hui, on va parler du plus grand des voleurs, comme je l'avais annoncé, Lupin the Third.
On commence par un disclaimer, voler c'est mal, sauf si vous vous appelez Balkany, auquel cas on appelle ça faire ses courses. Donc Cocorico, le voleur le plus célèbre du monde du manga et de la japanimation, est un peu français, vu qu'il s'agit de Lupin the Third, le petit-fils de notre Arsène Lupin national. Et ouais, en France, au début, on l'appelait Edgar de la Cambriole parce qu'à l'époque, les héritiers de Maurice Leblanc avaient porté plainte pour l'usage du nom Lupin. Mais depuis 2012, la licence est tombée dans le domaine public, alors c'est Noël. Et revenons à son créateur, Kazuhiko Kato, plus connu sous le nom de Monkey Punch. Allez hop d'ailleurs, Hubert, c'est parti, la question piège du jour. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faisait, ce mangaka, comme job étudiant? Ok, donc je sens que ça n'a rien à voir avec les mangas. Il était livreur de pizza. Ouais, tu commences à t'habituer à mes pièges de gros bâtard, mais perdu. Il était assistant radiologue à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Il dessinait, et il dessinait depuis qu'il était tout petit. Il adorait ça, faire des doujins et tout. Et c'est le directeur de l'hôpital qui, en voyant ses dessins, lui a dit « Va à Tokyo et fais-en ton métier ». Et d'ailleurs, quand il arrive à Tokyo avec son frère, ils habitent à deux dans un petit appart. Quelle taille faisait cet appart? Tu me dis petit appart, 20 mètres carrés. Surtout à Tokyo. Ouais, à Tokyo, il faisait un appart partagé à deux de 10 mètres carrés. Waouh. Parce que ouais, c'est une c'était cellule. la galère. Si t'enlèves les placards, c'est 8 mètres carrés. Une galère de fou de travailler mangaka, c'était hyper précaire. Tu m'étonnes. Ouais. On parle souvent d'ailleurs des mangaka qui ont participé à des concours pour gagner l'argent du concours. Et à l'époque, c'était pire. On gagnait des prix, on gagnait même pas de l'argent. T'avais un cadeau, quoi. C'était n'importe quoi. Et donc, pour gagner leur vie, ils font des mangas de location. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, je vais pas revenir dessus. Mais tout va changer quand Fumito Shimizu, le rédacteur en chef et fondateur du magazine Weekly Manga Action, découvre les traits de Monkey Punch et lui propose de travailler pour lui. Malgré le nom du magazine, c'est un bimensuel, absolument pas un weekly, qui publiera non seulement Lupin, mais aussi, on l'a eu chez nous, Lone Wolf and Cub et Crayon Shin-chan. Donc deux gros bangers. Au départ, Lupin est une commission. Donc on lui dit, tu vas faire un manga pendant 3 mois. Et devant, comme ça explose, finalement, il le fait pendant 10 ans. Comme quoi, on peut dépasser le truc. Mais c'est via son, ou plutôt ses adaptations en animé, que la popularité de Lupin a explosé aussi bien au Japon qu'ailleurs dans le monde. Petite question technique, Hubert. Pourquoi la veste de Lupin est verte dans le dessin animé et pas rouge? Parce que c'est comme dans la Cité de la Peur, Red is dead. Je kiffe ta ref, mais non, c'est parce que le violet était réservé. En fait, à l'époque, les téléviseurs cathodiques, le rouge bavait, donc ils se sont dit on va faire autre chose pour que ça soit pas moche. Lupin the Third est considéré comme le premier dessin animé du genre de la comédie pour adultes. Sinon, et là, c'est le drame. Ouais, c'est le drame. Ils ont fait toute la promo en disant ça va être un dessin animé pour adultes, ça va être un dessin animé pour adultes. Du coup, personne n'a regardé. 3% d'audience, pire score de la station. On décide en catastrophe de dire non mais on va changer le ton, on va faire un truc. Résultat, le réalisateur Masaaki Ozumi démissionne, la moitié de l'équipe se casse. Le chara-designer, le grand Yasuo Otsuka, on reparlera de ce grand homme un jour, appelle 2 amis à la rescousse, 2 petits gars, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Ok. Ouais, voilà, c'était à leur début, ils n'étaient pas encore très connus. Et tellement à la rescousse d'ailleurs que leurs noms n'apparaissent pas au générique lors de la première diffusion. C'était un contrat au Sum. Et vous le savez, une production d'animé n'est pas forcément linéaire. Donc là, on avait déjà les scripts écrits, on avait déjà une partie des scènes réalisées. Donc ils ont bricolé ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu rattraper tout. Ils sont quand même remontés à 9% d'audience, mais c'était pas assez pour empêcher la série d'être cancel au 23e épisode. Mais au fil des rediffusions, un petit fandom s'est construit. Ça monte, et on arrive à 20% d'audience à chaque rediff. Donc ils se sont dit, on va commander un film et une nouvelle saison. Et c'est le 2e film, Le Château de Cagliostro, signé par Hayao Miyazaki lui-même. Premier film dans lequel il est réalisateur, qui fait exploser la licence Lupin the Third. Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs, n'a pas inspiré que Cobra. Il est aussi la source de la gestuelle de Lupin dans le dessin animé. En parlant d'inspiration, si la relation entre Lupin et l'inspecteur Zenigata qui lui court après est un hommage à Tom et Jerry, celle de Lupin et Fujiko est un clin d'œil à D'Artagnan et Milady. Relation un peu de tabou. Pas du tout. Aujourd'hui, on compte 6 saisons animées, 27 téléfilms, 8 films, 2 films crossover et une poignée d'OAV. D'ailleurs, Akio Otsuka, le nouveau seiyuu de Jigen sur Lupin, la partie 6, est le fils de Shikao Otsuka, qui était la voix de Goemon dans la partie 1. C'est comme Fast and Furious, la familia. Je vais finir un petit peu sur les collabs et les crossovers de Lupin. Lupin, c'est la série la plus ouverte aux collaborations. On l'a vu l'an passé, le film Lupin vs Cat's Eyes. Et la star du film Conan de 2024, c'est Kaito Kid, lui-même inspiré par Lupin. Et je vous donne une petite liste non exhaustive des apparitions de Lupin et de sa bande. Jigen, le pistolero émérite, apparaît dans les Animaniacs. Il apparaît aussi dans le jeu vidéo Breath of Fire. On voit aussi l'équipe complète dans la reboot de la bande à Picsou. Très très bon reboot. Et si je vous dis April O'Neil,
Bah oui, Tortue Ninja. Tortue Ninja, combinaison jaune, Megan Fox qu'on embrasse au passage. Eh bien, c'est un clin d'œil à Fujiko Mine dans le château de Cagliostro. C'est son design à 100%. Au Japon, on voit la bande dans Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusader, dans Assassination Classroom. Vraiment, vous l'avez compris, Lupin, c'est partout. Et en partant de collab, est-ce que vous aimeriez une collab entre Renard, Chenapan. Et ouais, on peut pas parler de voleurs sans parler de renard, quoi. Eux deux, je pense qu'ils pourraient réussir à voler la collection de Playboy de Diff. Il y a que eux qui seraient capables de ça. Et petite dernière. Oui, vous pensez à quoi là? Olivier Tom. Eh bah, c'était un gros piège. Ah, c'était Lupin. C'est Abba? C'est le générique de Lupin en italien qui a été repris pour faire Olivier Tom après en France. C'est vrai? En conclusion, je vous lâche juste 2 petits fun facts pour briller en société. Saviez-vous que Takao Saito, le créateur de Golgo 13, le plus connu des tueurs à gages, avait fait aussi un manga sur un voleur ninja qui s'appelle Kumotori Shirai, que l'on pourrait appeler Shirai le voleur de nuages parce qu'il était tellement doué qu'on raconte qu'il pouvait même voler un nuage. Et aussi, toujours dans l'histoire, Dororo, le manga de Tezuka, doit son nom à un enfant qui avait mal prononcé le mot voleur, qui se dit Dorobu, et Tezuka, ça avait fait marrer, donc il avait noté ça dans un coin de sa tête. Donc tout ça pour dire que de Shadow Lady à The Angel, en passant from Heroica with Love, les Magical Girls comme Stellar Witch Lips, les voleurs sont partout dans les mangas, et après tout, c'est pas si faux, parce que moi, ils ont volé mon temps, mon argent et mon cœur. Oh, c'est trop mignon. On a appris plein de trucs. Merci beaucoup, mon cher Val. Nordine, dis-moi, juste avant de finir cette heure, tout à l'heure, tu étais en train de nous dire que voilà, tu avais atteint un peu tes goals, tes buts dans la vie, mais le spectacle à Paris s'arrête le 29 juin. Je pense que tu vas faire des scènes en dehors de Paris, mais c'est quoi la suite pour fin 2024 et 2025 ? Bah, normalement, si tout se passe bien, on va reprendre encore au Palais des Glaces en septembre jusqu'à janvier. Toujours pour Violet. Ouais, toujours Violet. Après, on va faire une tournée. On a déjà commencé à lancer les dates et tout dans plein de villes en France parce que j'ai jamais fait de tournée encore. Okay. Et après, on va peut-être rajouter des dates jusqu'à avril. Et puis Paris, on reviendra en 2025. En rentrée 2025 pour finir à Paris avec des grosses dates, je pense, dans des grosses salles. On ne sait pas encore où. Mais l'idée, c'est de ne pas faire de Paris pendant genre 6-7 mois et revenir en envoyant une patate, tu vois. Et on est en train de voir, ça serait peut-être beau de faire un Olympia. Ah oui. Mais s'ils mettent pas les lettres en violet, ça m'intéresse pas. Alors là, tu serais peut-être le premier de l'histoire. C'est pour ça. Moi, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où, en fait, avec cette couleur, je veux marquer les esprits. Ouais. Et si j'arrive à trouver des endroits comme ça que je peux marteler par cette couleur, l'Olympia, ce serait le rêve évidemment de n'importe quel humoriste, mais si j'arrive avec ce truc de mettre les lettres en violet, j'écris l'histoire. Alors rapidement, il y a une question dans le chat. Est-ce que des pays francophones, dont le Canada et particulièrement Montréal, sont des villes prévues? Bien sûr, c'est en juillet là. Ah, et bah voilà. C'est prévu. Et bah voilà. Je rappelle que on peut tout voir sur ton site. Tout est sur mon Insta. Sur son Insta, oui. Et il y a un lien avec dans la bio et tu cliques et tu vas me voir dans plein de villes. En attendant, le spectacle Violet, c'est toujours à Paris jusqu'au 29 juin. Moi, ce que je te propose, c'est quand tu reprends en 2025 la scène parisienne, entre-temps, tu t'es fait plein de mangas, tu reviens et on fait une émission 100%, on parle que de manga. Vas-y, des fois, chaud. Mais en tout cas, c'était chiant, mais j'ai kiffé. C'était un vrai plaisir. On se croisera dans les studios de toute façon, vu que à France Inter. En même temps, tout le monde fait un kamehameha à ce moment-là, mais vous avez totalement raison. Deuxième heure de Yata, on est ensemble jusqu'à 21h. L'anime manga actu avec Nice, les poneglyphes de Diff, c'est ce qui va arriver. Mais d'abord, Mathieu Georges, responsable de communication chez Aden. T'as vu, j'ai dit Georges. Ouais, bien sûr. Vas-y, mets-toi près du micro, tu peux le bouger, il est amovible. Ça marche. Comment ça va? Ça va bien. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Eh ben merci, je suis content d'être là. Heureusement, ça m'aurait embêté que tu me dises, ça m'embête, mais je suis là quand même parce qu'on m'a forcé. On sait que Face est assez costaud. Mais nous on est cool. Et lui dire non, généralement c'est mauvais pour ta mâchoire, donc tu vois. Ce n'est pas vrai, évidemment, on book en paix dans cette émission. Donc on va revenir sur ton parcours et on va parler évidemment de la plateforme animée Digital Network. Mais avant ça, on va retrouver notre cher Ringo, parce qu'on a une chroniqueuse, Ringo, qui aujourd'hui n'est plus à Paris, mais elle est plus à Tokyo d'ailleurs. Je sais plus où elle est au Japon, elle se balade un petit peu, mais à chaque fois elle nous fait des petites chroniques. Et à Sendai. Et cette semaine, elle va nous parler des endroits les plus iconiques des animés. Quand on est fan de manga et qu'on vient au Japon, on adore faire des trucs qu'on voyait que dans les animés. Genre aller au combini, dans les salles d'arcade ou flâner à Shibuya.
Et c'est pas tout, parce qu'il arrive souvent que des auteurs s'inspirent complètement de lieux, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à Sendai. On est à la Kamei Arena Sendai et dans Haikyuu, là ils ont fait tous les matchs éliminatoires pour représenter la préfecture de Miyagi. On y retrouve entre autres les matchs entre Karasuno et Aoba Josai ou encore l'immense pépite Karasuno contre Shiratorizawa. L'auteur était d'ailleurs joueur de volley lui-même et occupait le poste de central comme Hinata. Et ici, c'est aussi la ville de Monsieur Araki Hirohiko, le papa de JoJo's Bizarre Adventure, et on peut dire qu'il s'est fait plaisir. Il a vraiment mis de la lumière sur son patelin. Parce que oui, Morio, la ville de la partie 4, est complètement calquée sur Sendai. On y retrouve l'hôtel ou loge Jotaro, Jozenji, la rue Wabi Josuke et même la rivière Hirose qui a donné son nom à Koichi. Et cette rivière, elle est aussi présente dans un manga avec lequel je vous fais royalement chier et c'est pas fini. Blue Giant. Ouais, c'est ici que Dai venait répéter jusqu'à pas d'heure. Et si tu t'es toujours pas penché sur le manga, alors déjà, honte à toi, je te crache à la gueule, mais t'as une chance de te rattraper avec le film qui vient de sortir en France. Les lieux qui ont inspiré des mangakas sont nombreux au Japon. Et à chaque fois que je m'y rends, je me sens comme une héroïne qui va vivre une putain d'aventure. Ou pas. Allez, Saraba. Merci Ringo. Je rappelle que l'audio est en exclu dans Yata le mercredi et la vidéo sort le jeudi. Donc vous allez pouvoir Ringo en image et qui nous montrera ainsi tous les coins, les points culminants et les points importants dans les mangas. Et juste avant de me tourner vers toi, mon cher Mathieu, je me tourne d'abord vers toi, Nice, puisqu'il y a quand même quelques news, actus et mangas qu'on n'a pas encore évoqués cette semaine. Totalement. Alors, histoire, chevalier, Bretagne, mais ici, on ne parle pas de la quête du Graal. Ah, tu m'as touché au cœur. Oui, j'aime aussi Kaamelott beaucoup. On est au XIIIe siècle, on est en Bretagne. Thomas est le chevalier du vaillant gouverneur Raoul de Dinan. Sauf que ce Raoul de Dinan va se casser la figure à cheval, ouais, c'est pas cool. Ouais, pas et il a 70 ans, donc à son âge, on n'en sort pas indemne en fait de ça, tu vois. Donc il va lui donner une mission à ce Thomas. Il va lui dire, écoute, t'as une grande mission qui t'attend. Il faut que tu trouves une épouse au fils du duc de Bretagne. Enfin, l'héritier du duc de Bretagne, du coup. Et lui, il va dire, mais où tu veux que je te trouve ça ? Il va lui parler d'une famille, un vieil ami qui connaît André de Blot, une famille bretonne, respectée, etc. Il va lui dire, lui, il a une fille de 15 ans, et elle est cool pour se marier. Je pense que ça va le faire. Donc, il va partir à sa recherche. Et là, à cette époque, on reconnaissait les familles par rapport à leur blason. Donc lui, il va se rendre à un tournoi et il va chercher quelqu'un qui fait partie un peu de cette famille, de André de Blot. Et il va trouver ce André de Blot. Sauf que ça va lui poser problème parce que le mec qui combat, ce André de Blot, lui paraît assez jeune. Quand à côté, Raoul de Dinan a 70 ans. Donc il se pose des questions et cet André, il va se prendre une mandale. Hein. Il va se faire... J'adore ce mot. Oui, Renaud, voilà. Oui, voilà. Il va se prendre une mandale, il va se faire ratatiner. Et il va en profiter, Thomas, il va le récupérer pour le soigner. Mais en vrai, c'est pour s'entretenir avec lui. Donc il va commencer à le soigner, il va trouver que ses traits sont assez fins. Il va le trouver musclé, mais la taille est plutôt fine. Il va ouvrir sa chemise, et que va-t-il voir ? Non, le père des Roploplo. Je savais, je vous aime, c'est pour ça que je vous aime. C'est une jeune femme, et c'est la fille de cet André de Blot. C'est une femme, et elle est pas du tout OP pour se marier. Elle, c'est plus Casca mixée avec Tsunade, tu vois. Ah oui, d'accord. Elle est pas OP. Pas son truc. Okay. Et elle va lui révéler une dinguerie qui va vraiment chambouler la Bretagne à ce moment-là. Elle est déterre à se venger. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous spoil. Il s'agit de Chronique de la mariée de Bretagne que j'ai juste ici, de Junji Takehara. C'est un seinen des éditions Kurokawa, c'est sorti le 14 mars, donc c'est déjà disponible. Il y a 3 tomes actuellement au Japon, c'est en cours, donc allez vous le fournir. C'est un mangaka qui est vraiment inspiré de l'histoire européenne, qui vraiment est passionné par ça, donc ça vaut le coup. Ça vient de chez nous, quoi. Voilà, c'est mortel, je valide. Oui, je sais que tu valides. Si Valentin valide, c'est que c'est bon. On continue en musique. C'est un vrai chanteur, ça. Ouais, c'est un vrai chanteur. Oui, c'est des vraies chanteuses d'opéra. Des vraies chanteuses. En fait, il s'agit... Ouais. Pardon, vas-y. Non, vas-y, j'allais faire une vanne nulle, vas-y. Il s'agit de l'opéra de Pékin. Ah, okay. Donc là, on comprend mieux un petit peu. C'est assez impressionnant, c'est des décors incroyables et des maquillages aussi incroyables. Incroyable, on peut le dire là. Ouais, ça commence assez simplement dans notre monde actuel. C'est des gens qui prennent le métro comme nous, qui sont sur leur téléphone H24 comme nous. Et dans tout ça, dans un sombre recoin de la ville, on ne sait pas où, une jeune femme habillée
en une opératrice. C'est un mot que je viens d'inventer, mais c'est pas tu grave. Peux faire, voilà, tu peux faire, qui va chanter, etc. Et puis d'un coup, elle va sortir un revolver de son kimono, en tout cas de sa tenue, et elle va exploser la tête d'un mec qui est assis en face d'elle et attaché à une chaise. Alors déjà, c'est super sombre. C'est très sombre. Voilà, moi, ça m'a accroché tout de suite avec juste quelques pages. Ouais. Et ça continue avec en fait une dispute entre une mère et une jeune fille qui font partie d'une troupe familiale de l'opéra de Pékin. Mm-hmm. Elles font leur spectacle et quand elles se tabassent, tu vois, elles ont une vraie dispute, etc. C'est des arts martiaux qu'elles font. Elles se battent pour de vrai. Et la jeune fille, elle va être un peu frustrée de sa famille qu'elle trouve un peu vieillotte, tu vois. Mais quand elle va rentrer chez elle un jour, elle va voir toute sa famille massacrée. Et là, elle va pas comprendre ce qui se passe et surtout que le monde entier, un peu comme Itachi, va l'inculper. Pour eux, c'est elle la coupable. Elle va faire 30 ans de prison. Alors imagine, t'as 15 ans, tu fais 30 ans de prison. Voilà, donc elle va sortir, elle aura 45 ans. Et ça, je trouve ça trop cool parce que Ah bon, il n'y a pas d'héroïne. Fais 30 ans de prison, tu vas voir si c'est cool. Non mais écoutez les gars, une héroïne, en tout cas un personnage principal qui a 45 ans en tant que femme, moi je trouve ça génial. C'est vrai. En général c'est toujours plus jeune, elles sont à la cuisine à 45 ans. D'accord. En général c'est vrai. Je croyais que tu allais dire une personne âgée qui sort de prison, on reparle de Balkany, mais non. Ah ouais, non, on aurait pu. C'est pas le cas. Et du coup, elle va avoir qu'une chose en tête, c'est de se venger. Et venger cette... À 45 ans, elle veut se venger. Ouais, mais attends, mais t'as pas vu le début du manhwa, parce qu'il s'agit d'un manhwa, ils se battent, mais vraiment pour de vrai, ils blaguent pas du tout. Et c'est des grandes planches, ça que j'ai adoré, c'est des grandes planches où ils se battent, c'est visible, tu comprends, c'est lisible. Il s'agit de Yan de Shang Sheng, c'est un manhwa des éditions Glénat qui va sortir le 3 avril, c'est en 3 tomes, c'est terminé, donc il va avoir le tome 1 le 3 avril. C'est un auteur, un mangaka, je vais pas dire mangaka, en tout cas un auteur thaïlandais qui fait des manhwas, qui est vraiment très reconnu J'ai dit Thaïlande. T'as dit Thaïlande. C'était Taïwan, pardon. Ah ouais, d'accord. Taïwanais. C'est pas au même endroit. Non, c'est pas du tout au même endroit, mais il y a de plus en plus d'auteurs taïwanais qui arrivent en France, qui sont publiés en France, et ça j'adore. Il va y avoir aussi une adaptation au cinéma de ce manhwa. Ok. C'est pour vous dire que je pense que si c'est adaptable Pitié, au pas cinéma, un live action. Bah, je pense que si, mais, okay, mais je vous assure que quand vous lisez le manhwa, tu te rends compte que c'est grave adaptable. Mais vraiment, ne serait-ce que pour les chorégraphies de combat, je vous conseille de vous jeter sur Yan. Ça sort du lot et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Les pages se tournent tellement vite. Bref, je m'étale pas plus, mais c'est génial. Ok. Voilà. On continue avec un événement en France qui a lieu tous les ans, en France et en Belgique d'ailleurs. Un rendez-vous, cette année, ça sera le 5 et le 6 avril 2024. Du coup, il s'agit de 48 heures de la BD et le manga sera de la partie. Alors, il existe en France cet événement grâce à plusieurs éditeurs, Akata, Mangetsu, Panini Comics, Glénat, Bayard et bien d'autres. Donc, on les connaît, ils sont à l'initiative de tout ça et en fait, ça permet de créer des événements dans des librairies indépendantes autour de la BD et du manga. Il y a des animations, il va y avoir aussi des rencontres, des dédicaces, plus de 300 auteurs à travers la France que vous allez pouvoir rencontrer. Animation, il peut y avoir des animations de dessin, etc. C'est pour les petits et pour les grands. Il y a plus de 240 000 titres à 3 €. Et on sait que la culture, aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, moi, je vous conseille d'aller vous renseigner, d'aller au moins jeter un petit coup d'œil. Ça fait toujours plaisir, un petit titre à 3 €, ça glisse. C'est pas cher. C'est pas cher. Et où est-ce que vous pouvez trouver ce genre d'événement ? C'est dans plus de 1700 librairies donc en France. Et pour savoir ce qui se passe dans les librairies indépendantes autour de chez vous, allez sur le site internet www.48... Pourquoi tu te moques ? Généralement, on dit plus les W, mais moi, vas-y. je le dis parce que... HTTP, anti-slash, 2 points, ouais. Sait-on jamais www.48hbd.com. Donc 48hbd, 48 heures BD. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir mettre votre département, l'événement que vous cherchez, si c'est une rencontre, une animation ou juste où est-ce qu'on peut trouver des titres à 3 €, et ainsi que la date, parce que c'est le 5 et 6 avril, je le répète. Et n'hésitez pas à suivre aussi les librairies indépendantes autour de votre maison, de votre commune, parce que souvent, sur leurs réseaux sociaux, ils partagent leur programmation. Donc ça, c'est cool. Il y a une belle sélection de mangas, je vous la montre. Il y a quand même Tokyo Revengers. Il y a Tengen Hero Wars de chez Mangetsu. On a aussi Sound of Life. Alors Sasaki et Miyano, juste là. On a aussi Ogrest de chez Ankama.
Je vous le fais passer, vous voulez voir jeter un Allez, coup d'œil allez-y. Allez. Enfin, je t'ai dit vous voyez, mais tu peux te dis-tu quand même. Voilà. On a aussi des comics. Ici, on a du Spider-Man ou encore du Avengers. Avengers, n'est-ce pas? Et bien sûr, de la BD. Là, je vous montre Goblin ou encore Calamity la très Jane. connue Calamity Jane. Mhm. Hop là, je repose ça ici. Il Et y a dites-vous que ça, c'est un échantillon. Ouais. Et c'est reconnaissable aussi par rapport aux petites images qu'ils ont rajoutées sur les couvertures où c'est marqué 48 heures BD. Voilà. Donc vous privez pas, surtout que beaucoup de jeunes ont le pass culture. Les gars, prenez l'argent. Cultivez-vous. Ça vient des impôts. Allez-y, servez-vous. Servez-vous de votre passe culture pour acheter des livres. Franchement, on n'a pas tous la chance d'avoir des livres chez soi. Un geste aussi inoubliable des éditeurs. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très louable. Il y a plus de 50 000 ouvrages offerts aux écoles par les éditeurs et ça, je trouve ça génial. Voilà pour les 48 heures de la BD le 5 et 6 avril 2024. Ne loupez pas ça. Ça marche. Il y a des PDD Mick Mill. Non, c'est bon, tu peux garder son truc. Est-ce que tu as de l'animé aussi ou pas? Bien sûr, j'ai un peu d'actu animé, ça va être un peu spécial et assez rapide, les Vas-y. gars. La semaine dernière, il y a eu l'Anime Japan 2024 au Japon. C'est une convention où souvent on voit des nouveautés, des trailers, des annonces, des dates surtout. Et moi, j'ai retenu des dates. Je vais vous faire une petite liste en fonction des prochaines dates, des prochains animés qui vont sortir. Et vous allez me dire lequel vous attendez le plus parmi cette liste. Ok. Voilà. Ok. Donc la liste. Au mois de juin, on a Code Geass Rosé of the Recapture. Au mois de juillet, on a Oshinoko saison 2, qui sera très attendue, j'en suis sûre. En octobre 2024, ReZero saison 3. Celle-ci aussi, je suis sûre qu'elle est très attendue. On a Blue Box. Alors Blue Box, saison 1, c'est un shonen entre amour et sport. Et moi, vous vous en doutez là, comment j'en parle, c'est quelque chose que j'attends énormément. On a Blue Exorcist, donc la suite de l'arc Shiman Illuminati Saga. On a Run Kamono Hashi Detective, la saison 2, donc on suit le détective Ron. Et Trillion Game, la saison 1, tirée du manga de Ikegami Inagaki. Et c'est l'ascension de deux entrepreneurs. C'est déjà sorti même en drama, etc. C'est génial, Trillion Game. Et bien sûr, en 2025, et moi je l'attends impatiemment, les carnets de l'apothicaire, on attend que Mao et Jinshi se fassent un bisou. Tout simplement. Faut toujours attendre le bisou. Voilà. Ah, donc dites-moi. De toute la saison, il n'y a pas de bisous, quoi. Non. Ah, c'est mal. Juste rapidement, parce qu'après on va peut-être parler aussi avec Mathieu. Mathieu, est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse là-dedans? Je vais pas faire très original, mais Oshinoko saison 2. Forcément. Du coup, Blue Box. Blue Box, la saison, en plus le trailer, il est magnifique, incroyable. Peut-être Blue Exorcist un peu. Nice? Moi, c'est Blue Box, Ah oui, bien sûr, je l'avais dit. D'ailleurs, il y a une surprise autour d'Oshinoko assez rapide. Mais j'ai pas le droit de dire quand, mais il y aura une surprise dans Yatta. J'ai pas le droit de dire quand parce que sinon, je peux me faire tuer par un tueur à gages qui a une casquette et une barbe, qui est en régie là-bas. Qui casse des mâchoires. Exactement, et qui a un pantalon velours côtelé. À vous de savoir qui c'est. Velours. Il n'y en a qu'un seul. Merci beaucoup, ma chère Nice. Mathieu Georges, je le dis bien maintenant. Mathieu Georges. Je rappelle que tu es directeur, responsable communication chez ADN, donc Animé Digital Network. Animation Digital Network. Qu'est-ce que j'ai dit? Animé. C'est animation. Ouais, mais c'était l'ancien nom et maintenant on est passé sur animation. Voilà, tu sais, moi je dis encore, j'allais dire Puff Daddy, mais c'est pas le bon truc en ce moment. Bon, bref, Animation Digital Network, et tu fais bien de le dire parce qu'il n'y a pas que des animés. La preuve, c'est que je peux le dire, quand je vais sur ADN, c'est souvent pour regarder Martin Mystère. Mais bon, ça sera encore pour autre chose. Avant qu'on parle complètement de la plateforme, comment toi tu es arrivé chez ADN? Moi, je suis arrivé chez ADN il y a 2 ans. J'étais, pour résumer très rapidement mon parcours, en fait, moi, je travaillais. Tu peux nous donner des détails, des pas détails, de problème. Ouais, mais bon, je veux pas non plus m'étendre. Mais en gros, moi, j'ai fait une formation pour bosser dans marketing et en communication. Ma passion, c'était la bande dessinée, le manga et les animés. Je voulais absolument bosser dans ce milieu-là. Donc, en gros, j'ai travaillé pendant 10 ans chez différents éditeurs de BD, de manga. Et au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changer et de découvrir un peu un autre milieu qui m'intéressait, qui me passionnait. Et donc, c'est par un pur hasard que tout à coup, ADN recherchait quelqu'un pour s'occuper de la communication. J'ai postulé et voilà comment ça s'est fait. Alors du coup, je suis désolé de revenir, mais t'as été un petit peu trop vite. Vite. Mais ouais, là, t'as été trop vite. On a besoin d'informations sur certaines choses. On est quand même une émission manga. Parce que tu nous dis que t'étais un passionné de manga, de BD.
Mais quel manga, quel BD? En fait, j'ai commencé moi, tout petit d'abord par le comics. À 7 ans, je lisais les X-Men et encore aujourd'hui, c'est ma grande passion. Ouais. Tu as regardé X-Men 97 qui vient de sortir là? Évidemment. J'adore, les 2 premiers épisodes sont fabuleux. Incroyable. Ouais. Donc, et en fait, la bande dessinée a toujours bercé ma vie. Et évidemment, au fur et à mesure que tu lis des comics, tu lis ensuite des mangas. Quand tu dis X-Men, après tu as développé autour du reste de Marvel ou t'es vraiment resté J'étais pur X-Men? beaucoup focus sur les X-Men. Moi, j'aimais beaucoup le principe de groupe héroïque. Je m'ennuyais assez vite quand on avait un seul héros unique, tu vois, le côté Spider-Man où on n'a que lui qui va faire ses aventures, etc. Et toutes les personnes qui vont graviter autour. C'est super. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de diversité dans le casting, tu vois, genre quand tu peux un peu t'identifier à quelqu'un et que tu as des interactions et que tu as un travail d'équipe. Moi, j'adorais ça. Donc, j'avoue être resté vraiment sur les X-Men, quoi. Et en manga, du coup. Et en manga, tu vois, j'ai grandi avec la Dorothée, enfin, tu vois, de cette génération-là. Donc j'ai grandi avec Dragon Ball, avec Sailor Moon, avec Nicky Larson, avec Cat Size. Et donc évidemment, tu consommes énormément de dessins animés quand t'es petit. Et puis tu te dis, maintenant il faut que j'aille voir ce que ça donne en format papier. Donc en fait, tu lis à peu près ces titres-là. Et puis tu commences à découvrir d'autres trucs, les Naruto, One Piece. Je ne le lis que depuis récemment. Quand tu dis récemment, c'est combien de temps? Ouais, j'ai honte de le dire carrément. Ah non, faut pas. Je suis pas du tout à jour, moi. Donc voilà. C'est quand combien de temps? C'est genre 5 mois. Ça veut dire combien de tomes? Ça veut dire, là, j'en suis quoi? Chapitre tome 45. Tu vois, l'avantage, c'est que tu peux acheter la version coffret, c'est cool. Exactement. Non, mais là, je me fais plaisir, tu vois. Genre, au moins, je lis. Et surtout, est-ce que c'est le live action qui t'a donné envie de lire? Non, en fait, c'est. Évidemment, en travaillant chez ADN, où on travaille beaucoup sur One Piece, on met beaucoup d'animation, et puis mon entourage, parce que j'ai beaucoup de potes qui sont des passionnés, et en fait, qui te disent, mais comment ça se fait que t'as jamais lu One Piece? Ça te sort, en fait, ça te sort du débat quand t'es en groupe, etc. C'est frustrant. Vraiment. Et en fait, je me suis dit, bon, faut que je m'y mette, quoi. Et c'est chouette. Après, c'est compréhensible, il y en a beaucoup qui ont peur de s'y mettre parce qu'il y a 110, 112 tomes qui sont sortis. T'es pas Marineford encore, t'as pas connu. Ah bah non. C'est pour ça qu'il a dit, c'est chouette. Ouais, en fait, Marineford, c'est l'instant Dragon Ball Z un petit peu. Ouais. Persiste encore 10 tomes. 10, non, mais je suis bien. Mais je le consomme doucement. Okay. Tu vois, je prends mon temps, je kiffe, je suis pas je le rush pas. Et c'est très bien. Et lequel alors, puisqu'on se rend compte que c'est pas One Piece, mais lequel des mangas post-Dragon Ball et même post-Naruto One Piece, enfin One Piece continue mais qui sont sortis après, qui t'a vraiment marqué? Moi, My Hero Academia, c'était un gros truc. J'ai découvert ça, c'est My Hero l'enfant qui est fan de Academia. comics aussi, exactement. ça va avec. Ah bah c'est du comics My Hero, on est d'accord. En fait, alors c'est l'opportunité de le lire a été assez. J'ai travaillé en fait dans le groupe de AC Media, donc c'est-à-dire de l'éditeur qui publie My Hero Academia. Donc forcément, encore une fois, quand t'es qui publie en animé. Le papier. AC Media, c'est Kiyun manga. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, excuse-moi. C'est moi qui n'ai pas été. Le A, c'est Ahmed. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc du coup My Hero Academia, je trouvais ça hyper chouette parce que forcément l'équipe de super-héros mais version manga c'est hyper chouette. Et je sais pas, Jujutsu Kaisen pareil, je trouve ça hyper fort dans le sens du vent, qui n'a rien à voir chez Delcourt, qui est plus très contemplatif, une histoire d'un jeune qui vit en Islande, qui a des pouvoirs, qui peut parler avec les machines et qui est détective privé. C'est trop chouette. En fait, je lis beaucoup de choses assez différentes. Du shoujo aussi, gros fan de Sailor Moon. Tsukasa Ojo, Tsukasa Ojo, c'est un de mes mangaka préférés. Donc les City Hunter, Cat Size, Family Compo, enfin. Tout a été fait. Juste pour me la péter un petit peu, et Valentin pourra aussi. Je l'ai interviewé, Tsukasa Ojo. Quelle classe! Et il était fabuleux. J'imagine. Ah bah moi aussi. Oui, on est d'accord. Ça va, t'es humble, toi. Il est humble, lui. Oui. Je t'en prie, continue. Et non, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Je lis vraiment pas mal de trucs. Ok. Du coup, tu es responsable communication. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, nous les auditeurs, à quoi ressemble ta journée de travail? Ma journée de travail, alors c'est assez chargé. En gros, t'es chargé de communication. Ouais. Voilà. Responsable. Responsable. Oui.
Pas mal. Non, en fait, la communication chez ADN, moi, mon but, c'est de faire parler de la marque et de nos séries sur les différents canaux qui vont nous être proposés. Donc, c'est-à-dire, je vais travailler, donc j'ai une équipe, une partie va travailler sur les réseaux sociaux, une partie va travailler sur les partenariats qu'on peut faire avec des éditeurs ou avec des créateurs de contenu. On va travailler les relations presse, évidemment, journalistes. On va travailler sur de l'événementiel, donc renforcer notre présence sur des salons, sur des avant-premières, sur des séances de ciné, sur des concerts. Enfin, je dis un peu tout et n'importe quoi, mais grosso modo, c'est vraiment se dire que toutes les manières dont on peut communiquer sur notre marque, sur la plateforme et promouvoir nos séries, on essaye de le faire. Donc ma journée, c'est un peu ça, c'est diriger un peu toute cette équipe-là, trouver la cohérence dans les actions qu'on va faire, parce qu'on ne veut pas non plus faire tout et n'importe quoi et que ça ne ressemble pas à ADN. On a un gros taf sur le community management, parce qu'on adore être proche de notre communauté et parler avec les fans d'animation et qui nous posent des questions et qu'on réponde. Enfin, et voilà, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Valentin. Je vais faire comme Nice, j'ai une triple question. C'est vrai qu'elle triche, Nice. Ouais, elle triche un peu, c'est comme ça, je me pose. Alors, si on a la première, vous avez un catalogue super grand qui est composé à la fois de titres froids, de titres chauds, et aussi vous avez les titres à venir super chauds. Comment est-ce que vous équilibrez votre communication et choisissez sur quel titre vous parlez ? En fait, on ne peut pas communiquer uniquement sur les titres hyper chauds, tu vois, genre sur toute l'actualité, etc. Parce que c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, en tant que chez ADN, on est une trentaine. On est tous passionnés à différents degrés d'animation et notre but, c'est de partager ça en fait. Donc on est, tu vas avoir une partie qui va adorer tout ce qui va être très nostalgie rétro, tu vas avoir une partie de l'équipe qui va adorer justement tout ce qui est hyper tendance et qui va sortir. Et en fait, nous, on veut que la communication, elle ressemble à ça, en fait, elle ressemble à l'équipe. Donc on a envie de mettre en avant des séries qu'on va récupérer au catalogue qui ont déjà eu, tu vois, genre une certaine notoriété, une certaine vie, parce qu'on a envie d'en parler, parce qu'on trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes dedans, parce qu'il y a un épisode, je dis n'importe quoi, GTO qui nous a fait marrer quand on l'a regardé la semaine dernière. On se dit, mais attends, mais ça, faut trop qu'on le repartage parce que ça va faire vivre ça va faire rire la communauté aussi. Ouais. Donc en fait, c'est un équilibre qui est pas spécialement calculé. On essaie juste d'avoir une cohérence et que toutes les séries aient un peu leur visibilité, quoi. Ensuite, quand tu dis vous communiquez... c'est vrai qu'il a une triple question. Je fais que deux et la troisième elle est un peu décorrélée. Vous communiquez pour le recrutement, mais vous êtes un système d'AVOD qui a à la fois du gratuit et à la fois du payant. Comment est-ce que vous distinguez la communication entre je veux que quelqu'un s'abonne et je veux que quelqu'un juste découvre la plateforme ? En fait, ça dépend. Là, on va dire qu'il y a un peu deux équipes. Tu vas avoir la partie marketing qui, eux, leur objectif, ça va être évidemment cette partie d'abonnement et donc de recruter de nouveaux abonnés. Nous, en communication pure, on est plutôt sur... on partage l'animation. On aime bien se dire que l'animation, en fait, elle doit être accessible. Aujourd'hui, vous les connaissez, il y a plein de concurrences, il y a plein de plateformes qui font de l'animation. Nous, on aime bien se dire que déjà, on en rend accessible gratuitement. Alors via, tu vois, genre par exemple, tous les premiers épisodes de nos séries sont disponibles gratuitement parce que venez voir, en fait, venez découvrir des séries que vous n'avez peut-être pas forcément, que vous connaissez pas forcément ou qui méritent en tout cas d'être vues. Parfois, on a des séries entières qui peuvent être mises en ligne gratuitement. Il y a un moment donné, on l'avait fait ça pendant le Covid, où tout Naruto avait été mis disponible gratuitement pour les gens qui étaient chez eux et qui s'emmerdaient. Merci d'ailleurs. Mais voilà, donc en fait, c'est des initiatives comme ça qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça que les deux sont un peu séparés. Donc tu vas avoir une com plus marketing pour recruter, et puis nous, une com plus venez kiffer l'animation avec nous et parlons-en, quoi. Nice. Alors, du coup, on parlait de la gratuité, donc c'était vraiment dans le thème de ma question. Je voulais savoir si le fait qu'il y ait de la pub, c'est ça qui permettait justement qu'il y ait un contenu gratuit en contrepartie. Parce que de la pub, c'est pas forcément ce qu'on vend en général sur les plateformes de streaming, à moins de baisser vraiment le prix comme Netflix fait maintenant, je crois. Mais est-ce que c'est vraiment cette contrepartie qui fait qu'il y a des pubs ? En fait, nous, la différence avec Netflix qui va faire par exemple une offre moins chère en échange de publicité, nous en fait c'est une offre gratos en échange de publicité. Donc déjà ça n'a rien à voir. On est d'accord. Mais c'est un peu cool.
Donc, est-ce que c'est ça qui va... Enfin, tu vois, c'est pas forcément la pub qui va faire vivre la plateforme. Je veux dire, ça aide, mais c'est pas l'objectif principal. C'est juste que... bah voilà, on a quand même besoin de rémunérer des achats de licences, on a besoin de rémunérer une équipe, on a besoin de rémunérer... Enfin, tu vois, il y a plein de points de dépenses. Donc, c'est sûr que ça va venir un peu participer. Et l'objectif, si on parle juste purement entrepreneurial, c'est quand même de faire vivre cette plateforme. Donc, on a besoin aussi d'avoir des abonnés qui souscrivent à la plateforme. Et donc là, ce que tu peux leur donner en échange de ce prix-là, c'est évidemment une qualité qui est vachement supérieure. C'est du doublage ou du sous-titrage au choix. C'est tout le catalogue disponible gratuitement. C'est pour ça qu'on essaye de trouver un bon équilibre entre les deux, quoi. Diff. Moi aussi, j'ai 2 petites questions. Donc tout le monde tout le monde se nicise. C'est des questions quickly. Là, tu vois. Moi, juste la plateforme, n'importe où dans le monde, je peux regarder ADN, à Cotonou, comme à Montréal, comme à Cotonou en costume. Oui. Comme à Montréal, comme à Mexico, partout c'est disponible dans le monde entier. Malheureusement non, parce que ADN c'est une plateforme c'est une plateforme française qui a été créée à l'époque il y a une dizaine d'années par 2 éditeurs de manga qui avaient leur propre plateforme, qui ont fusionné, etc. Donc aujourd'hui la plateforme elle est disponible uniquement en France, en Suisse et Belgique. Par contre, on commence, ça y est, à s'ouvrir à l'international. On est en train de développer la plateforme. Et donc, notre objectif, c'est qu'à un moment donné, que tu puisses voir tes animés un peu partout dans le monde. Là, la première étape pour nous du développement, c'est d'arriver en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est hyper consommateur d'animation et de manga. Et donc, c'est pas une surprise, on a déjà plus ou moins parlé. Et donc ça devrait arriver d'ici quelques mois. Pour l'instant, il y a une bêta qui est disponible en Allemagne, donc il y a déjà des gens qui peuvent s'inscrire. Et nous, on essaie de faire le maximum pour que le site soit carré et tout, ce qui n'est pas encore le cas. C'est une bêta, donc on apprend. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment de partir un peu partout dans le monde, quoi. C'est tendre. Oui. Ah oui, t'avais 2 questions, c'est vrai que tu t'es glissé. Excuse-moi. J'ai glissé mon titre. Et la deuxième, elle était un peu plus pointue. C'est-à-dire qu'avec l'affluence de toutes ces plateformes un peu du même genre que vous, là, est-ce que ça crée des tensions? Est-ce que vous voyez dans le rétroviseur, vous regardez dans le rétro et que tu vois, ils ont fait ça, on change tout, on modifie. Tu vois, est-ce que vous... Ouais, c'est ça un peu, hein. Honnêtement, non. En fait, non, mais ça pourrait. En vrai, c'est une question hyper légitime, mais ça pourrait être ça, mais pas vraiment. En fait, je parle que pour nous, que pour ADN, parce que je ne veux pas parler pour les autres plateformes, de toute évidence, mais nous, on sait qui on est, on sait nos capacités et ce qu'on peut faire. Et tu vois, genre quand tu cites d'autres plateformes qui sont aussi dédiées à l'animation, pour les citer, Crunchyroll par exemple, qui est la plus grosse plateforme d'animation au monde. Vous êtes comme Pepsi Coca-Cola, là. Il y a un Pepsi Coca-Cola à l'époque. Ouais, mais pas vraiment, parce qu'en fait, eux, ils ont une puissance inimaginable. Et donc vous êtes Pepsi. Donc on va plutôt être Pepsi si tu veux faire. On est presque là. Okay. Tu sais quoi, on est presque là. Alors là c'est très bas. Non, regarde Pepsi. Non, mais vous êtes Pepsi. Okay. Non mais tu vois, parce qu'on est que en France pour l'instant, on n'a pas les mêmes budgets et de toute façon on ne veut pas être Crunchyroll, tu vois. On sait qu'on ne le sera jamais, mais par contre on peut proposer plein d'autres choses et se différencier comme ça. Alors, je vais rebondir sur la question de Diff parce qu'il a cité Crunchyroll. C'était il y a 1 ou 2 ans, vous avez fait un coup énorme en récupérant la licence Dragon Ball qui était disponible nulle part. Et on a appris il n'y a pas longtemps que Crunchyroll l'ont récupéré aussi. Est-ce que ça vous a mis un petit coup? Non, parce qu'on le savait. On savait que ça allait forcément arriver à un moment donné. Et, donc ça ne nous met pas un coup. Nous, on est hyper contents de l'avoir récupéré à un moment donné parce que c'était disponible nulle part et donc c'était une super nouvelle pour nous. Ah ouais. On a réussi à mettre vraiment la totalité de la licence Dragon Ball, que ce soit en VO ou en doublage français, donc, et on en a profité. Enfin, je veux dire, les fans étaient hyper contents, nous on était très contents aussi. Mais en fait, je pense qu'un contenu n'est pas destiné à rester exclusivement sur une plateforme. Et, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de, comme on disait tout à l'heure, mais il y a tellement de plateformes et de contenus et chacun a ses exclusivités, ça fait que tu es obligé de t'abonner à 15 plateformes différentes. C'est ça. Et je pense pas que ce soit la meilleure solution en fait pour un Français. C'est vrai. Valentin. Parfaitement justement sur cette idée question, sur cette idée de concurrence. Dandadan, un des titres les plus attendus de l'année, sort sur presque toutes les plateformes, toutes les plateformes majeures. Est-ce que c'est l'avenir de ce genre de distribution que les gros titres soient partout?
Nous, en soi, on aimerait bien. On trouve que c'est cool parce que ça ne ferme pas la porte à des plateformes qui ont peut-être moins de moyens que les plus grosses. Si tous les plus gros contenus devaient arriver sur Netflix, ce serait hyper chiant quoi, pour nous qui essayons aussi de faire notre travail et de partager notre passion. Donc nous, on trouve ça chouette. En tout cas, on prône justement pour la non-exclusivité du contenu. Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que les ayants droit japonais y trouveront leur compte ? Après, là, moi, c'est plus entre mes mains, mais je pense que c'est intéressant, ouais. Alors, Nice. On peut parler de démarcation parce que au final, même autour de tous ces grands mastodontes du streaming, vous vous démarquez avec une chose, en tout cas je trouve, c'est la production française. Vous mettez un pied dans la production française d'anime. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ouais, carrément. Moi, honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ADN. Vraiment, ce qui m'a vachement motivé. Parce que au départ, ADN était surtout une plateforme de diffusion. Ouais. Donc on achetait du contenu au départ vraiment purement japonais, et puis au fur et à mesure ça s'est développé avec des licences françaises, occidentales, enfin un peu diversifiées. Et aujourd'hui, la volonté d'ADN, c'est vraiment de se positionner non plus comme un diffuseur, mais comme un acteur de l'animation, et donc aussi en tant que producteur. Donc là, le travail, il est hyper intéressant parce que je le dis encore, toi chez ADN, on est tous passionnés d'animation, pas que d'animation japonaise, et donc de travailler avec des studios comme Ankama, de travailler avec des studios comme Bobby Pills ou La Cachette, c'est génialissime. On peut vraiment, mettre un pied dans. Ouais, mettre un pied, avoir le plaisir de travailler justement avec ces créatifs. Et il y a tellement de talents en France. Qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils mériteraient, tu vois. Il y a des Dreamland séries qui a pu percer. Par exemple, tu vois, donc pour l'instant on est un peu encore au début du projet, mais c'est vrai que nous c'est ça notre objectif, c'est vraiment de partager cette animation, pas que japonaise, mais donc cette production française, ces artistes-là, ces studios, et parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. C'est cool. En plus, il y a beaucoup de mangaka français aussi. Enfin, imaginons, on développe des animés de tous nos mangaka français, mais ça serait, on s'approprie un peu, mais ça serait quand même une sorte de monopole en France du manga. En tout cas, ce serait bien pour la production française. On va dire ça comme ça. Ce serait mieux que Renard Chenapan qu'on a écouté tout à l'heure. J'ai une question pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Valentin, sur le fait que Dan 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 arrivait sur plein de plateformes. Comment ça se passe le simulcast ? Comment vous organisez ça ? En gros, le simulcast, donc c'est 1 heure après diffusion Japon. Nous, nos ayants droit, en fait, nous envoient le contenu, tout simplement. On a des équipes en interne qui. Et combien de temps avant ils vous envoient le contenu ? Ça dépend. Ça peut être une journée, ça peut être quelques heures. Enfin, ça dépend. En général, mais en tout cas, le délai peut être assez court. Et le but, c'est de se dépêcher de faire les traductions, de les mettre en place, de tout caler. Donc c'est du taf. Mais c'est chouette parce que c'est une vraie force pour notre plateforme. Nous, c'est sûr que c'était une des points forts d'ADN au début de sa création. Et puis c'est toujours génial de pas être à la traîne par rapport au Japon, quoi. Il y a un truc assez récent que vous avez annoncé, c'est la mise en place d'un tarif dégressif. Ouais. Comment ça s'est fait ? Parce que c'est quand même fou. On se dit, vous avez dépensé de l'argent pour acquérir des utilisateurs, et au bout d'un moment, vous êtes les seuls. On rêve tous en tant que consommateurs de ça, payer moins cher pour récompenser la fidélité. Comment vous avez fait ça ? Alors en fait, cette offre-là, elle n'est pas si récente. C'est juste que les gens ne la connaissent pas. Et pourtant, on communique très souvent dessus. Mais c'est toujours sur ce même principe-là. C'est de se dire, entre passionnés d'animation, on a envie, comme tu l'as dit, de fidéliser de récompenser la fidélité. Donc en fait, c'est tout simple, tu vois. C'est de se dire, plus tu restes avec nous longtemps, moins tu payes ta plateforme. Et comme ça, tu as l'opportunité d'aller peut-être sur d'autres plateformes pour consommer d'autres séries qui ne seraient pas forcément sur la nôtre. Mais cette offre, elle mériterait d'être bien plus connue. On a beau communiquer, les gens ne le savent pas du tout, quoi. Parce que du coup, j'espère que ça sera fait. Mais c'est vrai que ça nous positionne du coup comme une plateforme dont le prix est plutôt très très accessible. Alors qu'au départ, on peut nous dire qu'on est un petit peu cher. Je pense que c'est parce que c'est pas dans les mœurs, en fait. C'est tellement innovant que les gens ont du mal à l'intégrer. Je pense que c'est pour ça aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est ADN TV+. Et j'essaie de comprendre. Vous aussi, j'ai pas compris, merci. En quoi ça consiste ? ADN TV+, c'est
en le simplifiant très vite, Ouais. c'est une chaîne télé. C'est une chaîne Ouais. télé qui tourne en boucle avec du Ah, contenu. ok. Comme du Pluto télé, d'accord. Exactement. Et donc en fait, c'est disponible sur notre site, c'est disponible sur certaines TV connectées. D'accord. Et en fait, tu as. C'est bien ça, c'est pas toutes les plateformes qui sont sur TV Ouais, non, connectée. clairement. Et en fait, tu as la possibilité de consommer. Alors, tu choisis pas comme une plateforme de streaming, Ouais, c'est comme mais, une télé, en fait. mais ouais, c'est exactement ça, en flux direct, et tu regardes tes séries. C'est une sélection, tout n'est pas disponible dessus. Mais Il n'y a pas de thème, ça tourne en vrac. Exactement. Ok. Franchement, tu as quand même un programme, tu vois, tu as une ligne éditoriale qui a été définie, mais tu retrouves Naruto, tu retrouves. Ah, hier, il y avait pas mal de Naruto, j'étais en train voilà. de me dire c'est super, aujourd'hui, bonne journée. Vraiment, très Mais bonne sur journée. le meilleur jour. Mais bien sûr. Mais du coup, si on est abonné, pardon, mais juste. Oh, tu fais juste une liste, mais vas-y, juste ce vas-y. détail, si on est abonné, on a accès. Et si on n'est pas abonné, est-ce qu'on a accès à cette ADN TV? Alors, si tu es abonné, évidemment que tu y as accès, Mhm. en tout cas sur la plateforme. Mhm. Si t'es pas abonné, mais que tu as juste ta télé et que tu tombes sur la chaîne Ok. ADN, tu vois, genre si peux du coup avoir- la chaîne ADN existe, bah tu as le contenu. Alors, je fais bien la différence, hein. Tu Ouais. n'as pas tout le contenu de la plateforme, Forcément. tu as que ce qu'on veut bien diffuser Évidemment. sur cette chaîne-là. Ok. Mais ce qui est déjà pas mal, il y a, Bah des, oui. il y a des grosses séries, quoi. J'ai une double question parce que moi j'ai pas fait ma Nice encore aujourd'hui. La première c'est comment vous choisissez les licences que vous intégrez chez ADN? Alors ça, c'est notre équipe marketing qui a les yeux rivés sur tout ce qui se passe au Japon et qui va se dire, bah voilà, est-ce que ça a un potentiel? Ça, oui, ça en a un, donc on va le récupérer. Ça, c'est pas si connu, mais ça mériterait d'être partagé en France. Et donc on va tout simplement aller toquer à la porte de nos ayants droit japonais en disant, bah ça nous intéresse, ça nous intéresse. Tu fais des offres financières. Est-ce que ton offre est retenue ou pas? Parce que c'est Souvent c'est en concurrence, c'est ça? Souvent c'est en concurrence. Parfois ça ne l'est pas, comme Dandadan où les droits Open. étaient ouverts pour tout le monde. Donc ce qui est super. Mais voilà, on fait ça un peu par affinité. Est-ce qu'une série elle nous plaît? Est-ce qu'elle nous plaît pas forcément? Ça se fait un peu comme ça. Et la deuxième partie de ma question, tout à l'heure, je te disais que moi je regardais Martin Mystère aussi sur ADN. Je suis un trop grand fan de Martin Mystère. Je vous invite à regarder d'ailleurs. À quel moment vous avez dit, ok, il y a plein de plateformes qui font des mangas, nous faut qu'on fasse un switch pour s'ouvrir à l'animation en général? Ça s'est fait au fur et à mesure, mais je pense que c'est surtout depuis 2 ans où on va beaucoup le revendiquer, notamment par le changement de nom dont je te parlais juste Animation, avant, ouais. Animation Digital Network. Nous, on fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle Média Participation, dans lequel c'est des gros éditeurs de bandes dessinées, de mangas, donc notamment Dargo, Delcourt. Et il y a une partie qui s'appelle Mediatoon qui va gérer les droits justement de dessins animés typiquement français, Lucky Luke, Astérix, Le Petit Spirou, etc. Donc forcément, on a accès à ce catalogue-là. Et donc nous, notre objectif, c'était vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, on a envie de se positionner non pas comme la seule plateforme d'animation japonaise parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait très bien et très fort, mais on pourrait tout simplement en fait réunir tout ce contenu animé pour toute la famille, petit, grand, et le réunir en un seul et même endroit pour que tout le monde puisse le partager. C'est un peu se dire que tu as 15 ans et tu as envie de regarder Naruto, bah oui, tu viens sur ADN. Tu peux aussi te dire, tu as 40 ans, j'ai des enfants, je suis un gros fan de Dragon Ball, je peux le montrer à mon gamin qui est le plus âgé. Mais on a aussi des trucs un peu plus jeunesse, et ça tombe bien parce que j'ai une petite fille de 5 ans et ça va aussi l'intéresser. Donc on veut vraiment se dire qu'on a une offre très familiale pour tous ceux qui aiment l'animation. Peu importe, limite l'âge, intergénérationnel. Exactement. Valentin. Quand on travaille avec les ayants droit, il faut faire valider. Et dans la communication, ça peut générer des frustrations. Donc, quelle est ta plus grosse frustration? Lâche-nous le truc de com le plus fou Aïe, que tu aïe, avais aïe. voulu faire. Une info, Mathieu. Typique. Le truc le plus frustrant. Ouais, ce qui est où vous aviez eu une idée géniale. Enfin, vous vous avez dit ça, c'est une idée géniale, et puis vous n'avez pas eu le droit de le faire ou de faire un truc cross licence, et ça, c'est interdit. En général, les licences, on va dire, un peu patrimoniales, tu vois, justement, on reprend l'exemple de Dragon Ball, étant donné que c'est super connu, super adoré et donc super verrouillé, tu peux très rapidement être limité sur la communication que tu peux faire. Parfois sur des choses très très simples, même ne serait-ce qu'une vidéo promotionnelle où tu mets des extraits qui est pas le truc de communication le plus fou, mais même ça parfois ça peut être compliqué parce que il faut avoir un délai de validation, que tout le monde au Japon puisse la voir. Est-ce que c'est cohérent? Dans quel but vous faites ça? Donc je vais pas avoir, tu vois, une activation où on s'est dit oh là là,
tellement dommage qu'on ne l'ait pas faite. Mais c'est plutôt même des choses du quotidien en fait. On se dit c'est tellement dommage parce qu'on pourrait tellement faire plus pour promouvoir une série et on peut pas. Mais on trouve des solutions. C'est ça qui est des fort alternatives. C'est important. Diff. Et quand vous signez une licence, vous signez un contrat d'exclusivité ou bien pour l'exclusivité c'est plus cher ou c'est libre à société japonaise d'aller dealer aussi avec d'autres plateformes? En fait, en général, c'est le Japon qui va t'imposer ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, voilà, on a une série, c'est de la non-exclusivité, tu fais une offre dessus, tu sais qu'elle sera aussi diffusée au même moment sur une autre plateforme. Évidemment, quand tu veux une exclusivité, ça sera forcément plus cher. Mais après, c'est pas forcément toi, en tant que diffuseur français, qui va dire attendez, moi, cette série-là, je la veux que pour moi, donc je suis prêt à mettre un 0 en plus. C'est pas trop comme ça. Tu vois, les Japonais, en général, ont une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire de leur série. Et nous, on doit un petit peu s'aligner en se disant ok. Ça nous va, on fait ça. Ouais, voilà, des fois c'est. Nice. Alors j'ai une petite question du chat. ADN vise-t-il moins de simulcast à l'avenir vu la concurrence? Non, vraiment pas. On vise pas moins de simulcast. Il y a des saisons de simulcast qui sont parfois très très fortes, parfois qui le sont un peu moins. C'est toujours le jeu des négos avec des ayants droit. Mais non, nous notre but c'est justement qu'on se dise que de l'actualité tu viens le voir sur ADN, comme du back catalogue, des séries un petit peu plus patrimoniales, historiques ou incontournables. Mais non, nous on veut vraiment être à la pointe quoi. Rester. Ouais, carrément. Ah c'est bon, il n'y en avait pas deux, ça va. Alors, je peux s'en sortir une autre, mais tu m'as grondé tout à l'heure. Alors, c'est vrai, je t'ai grondé, mais pour m'excuser, je te laisse faire la deuxième, après Valentin. Alors, celle-ci, elle est un peu plus tournée vers les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils vont avoir des créateurs de contenu sur leurs réseaux sociaux? Est-ce que vous faites appel aux créateurs de contenu, justement? On fait appel à des créateurs de contenu... Alors, on va dire externes, donc déjà des créateurs qui sont en place. Là, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux, c'est qu'on aimerait bien avoir une personne dédiée. On aimerait bien avoir notre propre créateur de contenu. Parce que c'est super de travailler avec les autres, mais en fait, on est tout à fait capable aussi d'avoir quelqu'un dédié dans la maison ADN. Ouais, ce que je veux dire, votre propre, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà chez ADN. Exactement. Mais donc là, du coup, on est en train de le chercher. On a lancé une annonce de recrutement directement sur les réseaux sociaux, en se disant que si on veut des passionnés, si on veut des personnes qui connaissent justement la création de contenu, qui connaissent les codes des réseaux, c'est là-bas qu'on devrait le trouver a priori. Et on a reçu plein de candidatures qui sont hyper chouettes, avec des vidéos de présentation. Enfin, donc on a des personnes qui sont hyper créatives. Mais ouais, on aime bien faire les deux. On aime bien se reposer sur des gens qui sont en place, qui ont déjà une communauté. On essaie toujours de trouver des nouvelles personnes, de trouver toujours aussi la cohérence de pourquoi on va travailler avec cette personne-là pour telle série. Et on essaye aussi de se dire, on a du contenu qu'on peut développer de notre côté et qui sera super. Alors rapidement, juste avant toi Valentin, le concours est terminé là? Non, vous pouvez encore envoyer vos candidatures. D'accord, il faut aller sur l'Insta d'ADN. Il faut aller faut envoyer sa candidature sur l'adresse recrutement@animedigitalnetwork.fr. Sur le site internet, il y a un petit coin recrutement, il me semble. Exactement. Eh bah parfait. Parce que je vais te l'envoyer tout à l'heure. Ça marche. Valentin. Moi j'avais fait mon Antini, j'avais coupé ma question, donc la suite. On a parlé de la frustration. Cette fois-ci, c'est quoi ta plus grosse fierté depuis que tu as rejoint ADN? Ma plus grosse fierté, je pense que c'est d'avoir travaillé sur une production originale justement, qui s'appelle Collège Noir, qui a été développée avec le studio La Cachette. C'est une super série, vraiment hyper qualitative, qui est l'adaptation d'une bande dessinée de Ulysse Malassagne. ADN est arrivé sur le projet en tant que coproducteur. Toei Animation nous a rejoint comme troisième coproducteur. La série est sortie en octobre dernier et je trouve que tout ce qu'on a fait autour de la série en communication, en événementiel, en rencontre avec les artistes, c'était hyper chouette. Et il y a eu un vrai feedback sur la série hyper qualitative. Alors là, il y a beaucoup de frustration parce que la série est assez courte. C'est que la première saison pour l'instant. Court et bonne que longue. Exactement. Titre. Bravo, bien joué Nice. Enfin. Je m'oblige.
Et donc ouais, non, ça c'est une super fierté. Franchement, on était hyper contents. J'en profite, je vois pas de main levée. Est-ce que vous pouvez là prendre l'engagement de pas aller vers l'IA générative ou est-ce que c'est pas un sujet parce que ça Alors rappelle ce que c'est l'IA générative. Utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu et souvent basé sur des bases de données qu'on volait du matériel. Vraiment, c'est pas du tout notre but. Nous, on prône justement la créativité des artistes et leur indépendance et leur talent. Donc nous, on veut travailler avec eux. On veut s'associer avec eux sur tout un tas de projets. Donc non, nous, bosser avec de l'IA, c'est pas du tout dans notre ADN. Merci. Sans jeu de mots. Tant mieux. Mais c'est un super jeu de mots. Tu sais, alors tu l'as capté, mais dès que t'as une vanne, faut pas hésiter. Hein. Tu vois, il reste un quart d'heure d'émission, là, c'est ton moment, Mathieu. Je sais pas ce que tu peux nous dire dessus, parce que j'imagine qu'il y a des secrets et tout ça, mais quelles sont les choses assez fortes ou nouvelles qui vont arriver sur ADN? C'est hyper frustrant pour moi, parce que je ne peux pas vous dire. Donc ça veut dire qu'il y a des choses. Il y a des choses, ouais. Mime-le. Non mais il y a. C'est pas très radiophonique. Je vais vous décrire. Mais en fait, j'adorerais vous partager le truc et je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais là, on est vraiment à un stade où c'est des négociations de contrats. Donc en fait, si on négocie les contrats et qu'on commence à annoncer une série que finalement on n'aura pas, on passera pour des cons. C'est vrai. Et en fait, il y a aussi parfois des endroits qui nous disent non, vous n'avez pas le droit de communiquer sur cette série-là parce que on veut avoir la première maîtrise de l'annonce, etc. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que on a des super trucs dans les tuyaux. Ça arrivera très vite. On en parlera très rapidement. C'est un peu étalé sur toute l'année. Donc il y a des choses qui arriveront en juillet. Il y a des choses qui arriveront en octobre. Si ça peut donner des indications. C'est quand même pour ceux qui vont chercher. C'est quand même assez vite là, juillet. Hein. D'accord. Bah, très bien, je suis content de le savoir. Mais voilà, non, mais c'est hyper chiant. J'aurais adoré vous dire des licences, mais désolé. Soyez à l'affût. Une autre question où je pense que tu pourras répondre sans problème. Il y a certaines plateformes de streaming qui ont leur propre studio pour le doublage VF. Est-ce que c'est le cas, vous, pour vos productions, par exemple? Alors non, on n'a pas de studio, nos propres studios de doublage. Nous, on travaille avec des studios parisiens, par exemple, ou en Belgique. On a une vraie volonté de développer les versions françaises, de créer des versions françaises sur des séries qui n'en ont pas forcément. Donc évidemment, on a les One Piece sur lesquels on essaye. Alors, on travaille pas dessus, mais on les récupère. Il y a Boruto, pour le coup, sur lesquels on travaille. Les productions originales, c'est souvent fait en partenariat avec les studios, tout simplement. Mais là, on est en train de travailler sur une dizaine de séries de VF. Certaines déjà un peu connues, qui ont déjà eu des saisons 1 doublées. C'est pour juillet, c'est ça? Ce serait pour juillet, exactement. Mais on n'a pas encore notre propre studio de doublage. D'accord. Mais on essaie de développer des choses dans ce sens-là. Val, tu le sais, on aime bien les chiffres. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a d'abonnés aujourd'hui? Et peut-être ta plus grosse surprise quand tu as eu accès à ces chiffres, genre le dessin animé qui a fait le plus d'heures de visionnage auquel tu t'attendais pas? Alors sur les chiffres, on est à plus de 300 000 abonnés. Donc ce qui est pas mal. Évidemment, au regard d'autres plateformes, c'est pas énorme, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien. Sans surprise, c'est évidemment One Piece qui est consommé le plus sur la plateforme. Mais c'est assez hallucinant. Pas par toi. Faut souvent demander le deuxième, tu vois. Mais même le deuxième, en fait, c'est très vite. Si tu fais un top 5, c'est évidemment les plus grosses séries du catalogue. Forcément. Donc tu vas avoir du One Piece, tu vas avoir Dragon Ball, tu vas avoir Naruto. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est juste que One Piece, on va dire par le nombre d'épisodes qu'il y a sur la plateforme, forcément, ça représente un énorme poids. Et après, il n'empêche que, par exemple, l'épisode qui a été le plus consommé en 2023, c'est évidemment One Piece épisode 1. Et pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, la série, le live action de Netflix a évidemment ramené vachement de monde chez nous. Bien sûr. Alors moi j'ai une petite question rapidement, très rapide et très risquée, parce que peut-être tu n'as pas la main dessus. Vous êtes sensible au sujet écologique, j'ai cru comprendre sur votre site internet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport à ça? Carrément. Et on essaye en fait à notre échelle de faire en sorte que notre empreinte écologique elle soit réduite. On travaille dans un milieu, le streaming, qui n'est pas le plus écolo. On a énormément de serveurs qui tournent en permanence. Donc nous on essaye de faire en sorte que
notre impact il soit limité. Donc on est accompagné par une société, Greenly, qui nous aide à justement un peu maintenir des actions un peu éco-responsables. On essaie de travailler sur des actions, notamment sur la mise en off de nos serveurs, peut-être d'une heure ou de deux pendant la nuit, là où personne ne consomme d'animation, parce que pourquoi finalement faire en sorte que ça tourne alors que tu vas avoir 10 personnes qui vont regarder la plateforme à ce moment-là. Donc voilà, on essaie de trouver des petites solutions comme ça, et puis après d'une manière plus global chez ADN, on essaie de limiter nos développements de produits dérivés, de goodies, etc. Parce que des goodies, tout le monde en fait, on en a plein à la maison et on sait plus trop quoi en faire. Les fameux sacs de tote bag, les tote bags de tote bag qui sont... J'adore ça, moi. Voilà, je croule sous les tote bags. Et les gens adorent ça, et chez nous, il y en a plein qui adorent aussi. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que on n'ait pas un tote bag qui soit imprimé pour chaque occasion, quoi. Div, je sais que tu avais une question, mais ce que je te propose, mon cher Div, dis-moi tout. Je propose qu'on fasse les poneglyphes, et s'il reste du temps à la fin, hop, tu poses ta question. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y, poneglyphon. Vas-y, poneglyphon, comme ça tu expliques en même temps à Mathieu les poneglyphes. Poneglyph, c'est la partie... je suis un artiste rap à la base, tu vois, donc c'est la partie, le bridge entre l'anime, le manga, et puis la musique, tout ce qui est sample, tout ce qui est référence dans les textes et dans les punchlines. Mais aujourd'hui... ce ne sera ni animé ni manga, ce sera lumière sur le Japanese rap, sur du rap japonais. Tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous regardé Naruto, on connaît Killer Bee. Et c'est pas un book qui a hypé la chose, quoi. Ça, il m'a pas donné envie d'analyser le reste, tu vois. Donc il y a un mois comme ça, j'étais sur Insta par hasard et puis je tombe sur un truc un clip. Un clip comme ça qui me rend ouf. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça rappait, c'était lourd, avec de l'énergie et tout. Et c'est là que je me suis dit bon, je vais aller un peu analyser ce que ça donne en vrai, parce que j'ai jamais eu l'idée d'aller vraiment creuser le rap japonais, quoi, tu vois. Et donc j'ai pris 5 références que j'ai trouvées. On va faire le tour vite fait. La première, c'est celle-là. Tu connais ce son, toi? C'est Raphaël Sadik. Tony, ouais, bon, Raphaël Sadik. Ok, ça c'est Raiki. J'adore. Il y a un vrai flow. Donc voilà, ça c'était Raiki. Et puis sur tous les titres que j'ai récupérés, pendant que tu parles du sample, hein, quand même. Le sample de cette musique, c'est Tony, le groupe de Raphaël Sadik. Premier groupe de Raphaël Sadik. Exactement, c'est un vieux titre, ça, de... Lay on my pillow. Just real, avec le riff de basse, de guitare fabuleux, bien sûr. C'est pour ça que aussi... ça m'a touché. Ouais, moi aussi, ça m'a touché aussi. Donc voilà. Et tous les clips sont bien, tous les clips ont une âme, il y a une recherche artistique et tout. Sur le prochain, il avait un délire un peu... ça se voit qu'il a écouté un peu de Franglish, tu vois. Ah ouais, écoutez. Ah oui. Et dans le clip aussi, dégage son bas, il envoie des pas, des jazz. J'aime bien. Il y a du groove, hein. Exact. Là, on parle de Kowichi. Un mot qui s'appelle Kowichi. Le morceau s'appelle Rockstar. Faudrait que tu le fasses une playlist Spotify. Ouais, bon, playlist écoutez, Yata. vous écoutez, essayez de chasamer en même temps, t'as vu si je dis mal. Et puis, regardez les clips, ils sont importants. Donc le prochain, là, il est très rap, et je suis sûr que, même si c'est des japs, ils ont écouté Al Capote, tu vois. Juste, on voit. Ah ouais. On dirait le flow d'Al Capote de ouf. Alors, est-ce que ce sont les mêmes paroles, quelqu'un? Je pense pas, là. Donc là, c'est Bad Saikouche et G-Plants.
Tu sais que tu viens de me faire découvrir un vrai monde là. Non, même moi je viens de le découvrir. Je savais pas du tout. Je m'attendais pas à autant de flow. Même au niveau des musiques, Les prods instruments et elles sont tout, il y a un propres. vrai Ouais. truc. Et les clips ils sont profonds, hein. Les clips sont deep. Hein. Mais j'aime beaucoup Regardez. celui qui a repris Tony. Ouais, toi t'es encore dessus. Toi. Toujours. Ok. Et ouais, là on rentre aussi parce que moi je suis quand même de l'école de rap hip-hop, tu vois. Donc j'ai eu aussi un petit coup de cœur sur celui-là. Ah, bah oui. On vient avoir du plus classique là. Il y a du scratch. Un peu DJ premier comme ça, Ouais, tu vois. totalement. Le book s'appelle Jagla. J-A-2-G-L-A. Le morceau s'appelle Diamond. C'est très fin 90. Exactement. Et le clip aussi, il est propre, on dirait ambiance New York, tout ça, tu vois. Mais Les totalement. books ont des Timberland, tout ça, Ouais. tu vois. Donc, Ces gars-là, c'est un peu, ils sont un peu, comment dire, ils sont vraiment au devant de la scène au Japon. ils ont beaucoup de vues quand même. Ouais. Ils ont beaucoup de vues. Et je savais pas qu'il y avait vraiment un marché rap uniquement japonais, tu vois. Si, moi je sais, parce que les artistes américains, tu sais, tu regardes début 2000, les artistes américains sur leur album, il y avait toujours un Japan bonus track avec un artiste japonais. C'était le D'accord. cas pour Christina Milian, C'est vrai. c'était le cas pour Pharrell qui a fait un morceau avec les Teriyaki Boys. En fait, il y a quand même plein de trucs. Donc Ok. c'est pas si étonnant que ça. C'était un marché du disque au Japon qui pendant très longtemps a été autoporteur, il était autosuffisant, il était super implémenté. C'est pour ça qu'ils ont une des plus grosses scènes indépendantes. C'est au Japon. Enfin, Ouais, parce que quand tu C'est vois dingue. les clips, ils sont vraiment comme si c'était des Américains, tu vois. Ils ont les grills, les teams, tous les codes, ils ont les G's, quoi. Mais tu sais que là-bas, il y a la plus grande scène Billboard, bon, hors États-Unis, mais c'est la plus grande scène Billboard du monde, tu vois. Ok. C'est énorme. Et puis ce qui est important de rappeler, c'est qu'au Japon, ils achètent des CD et surtout, ils achètent des cassettes audio. Il y a des D'accord, albums ok, ok. actuels qui se vendent en C'est cassette. vrai. D'accord. Il y a Parce encore que, des lecteurs cassettes même. Ah bah eux, ils T'as ont... encore des lecteurs de mini-disques parce que c'était quand même le top quali. Parce que là, Ok. sur le dernier, là, que j'ai mis en position 1, c'est vraiment celui qui m'a impacté, que même j'ai appelé le banger de l'année, tu vois. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'avec mon fils Jamal, on connaît par cœur, bon, il connaît déjà la chorégraphie, tout Ah ça. ouais, d'accord. C'est-à-dire que quand je vois le clip, on le met en boucle sur YouTube et on voit vraiment, tu vois, l'énergie d'avant. Là, on aurait dit un titre de Street Six Mafia, tu vois. Donc c'était Yuki Shiba, qui est KO2H, tu vois, Team Tomodachi. Ah bah oui. Le fameux. On entend partout celui-là. Voilà, c'était Team Tomodachi de KO2H. Incroyable titre, quand tu mets ça dans la rail, c'est incroyable. Tu te prends pour un gangsta, tu te fais flasher comme jamais. Donc moi j'ai validé comme jamais. Pour moi, c'est le banger de l'année, il me fait du bien ce titre. Voilà. Est-ce que, soit comme tu nous as ambiancé, on va finir l'émission très rapidement, mais je te laisse poser ta dernière question pour Mathieu. Ma dernière question, j'avais une question de ouf là. Oui, tu vois, comme on est une génération de Dorothée, tu vois, et ça veut dire qu'on a kiffé les génériques en français, tu vois. Et vous avez pas l'inspiration de se dire, bon, on va mettre un peu de Peura dans les nouveaux génériques en français, histoire d'innover. Ça La peut prod. faire un délire que. L'idée est bonne, hein, tu peux en parler à la réunion demain. Tu vois. Carrément. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément les mains, en fait. Enfin, tu vois, la main sur les génériques français. En général, les génériques japonais sont tellement quali, et parce qu'il y a une vraie... Enfin, tu vois, des influences de fous qui sont pris, en fait, pour ces génériques-là, qu'en fait, maintenant, ils se suffisent à eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as de moins en moins de génériques français, finalement, qui sont faits. Ah bah il y en a plus. Voilà. Je rappelle, Mathieu Georges, tu es responsable de communication chez ADN. Ça a été un vrai plaisir. L'émission est passée très vite. Tu peux revenir en juillet quand les choses sortiront. Franchement, avec Ou plaisir. en octobre quand les choses sortiront. Je serai là, avec plaisir. Merci beaucoup à toi, merci Valentin, merci à Nice, merci à Diff, merci à Maël, à Xavier, à Mel, à Face, à Juliette, à Shahid et évidemment merci à vous qui nous écoutez sur les ondes et qui nous regardez en même temps sur Twitch et aussi à Xavier et puis bah c'est simple, on se retrouve la semaine prochaine 19h pour un prochain Yatta. Ciao. Ciao. Bye bye.